bienvenue à ce nouveau débat des mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Oui. Madame Rivoal, Monsieur Deloire, bonsoir. Cette semaine, l'humain s'invite au mardi et les ONG avec lui. La semaine de l'humain à l'ESSEC, on aura tout vu. Après la semaine de l'engagement, la semaine de l'innovation, la semaine de l'imagination, autant vous dire que les semaines à thème, ça nous connaît. Nous avons déjà eu, en quelques mois, le privilège d'imaginer le marché du travail du futur, de passer 33 heures à inventer les startups de demain qui concurrenceront le CAC 40, de courir des kilomètres, ou plutôt de tourner en rond autour des 3 arbres du parc François Mitterrand, pour prouver au monde que l'on peut à la fois être en école de commerce et s'engager. Et maintenant, voilà la semaine de l'humain. Le pire est-il à venir ? À croire qu'il faut un thème par semaine pour occuper les étudiants. À croire aussi qu'il faut des thèmes sociaux pour adoucir les ardeurs des requins de la finance à l'ESSEC. Nous allons donc parler de l'humain. L'humain ? Quel drôle de nom. Pourquoi pas libellule ou papillon ? Ça vous parlait l'humain quand vous étiez à l'ESSEC ? Car dans vos brillants parcours, il ne faut pas oublier que vous avez usé le plancher de cette école avant nous. Que vous, monsieur Deloire, avez certainement caché au fond de votre placard un sweat des mardis de l'ESSEC. Il est peut-être un peu râpé, troué ou décoloré, mais surtout, ne nous dites pas que vous l'avez jeté. Quant à vous, Madame Rivoal, vous avez fréquenté la très humaine et très engagée junior entreprise de l'ESSEC. Peut-être était-ce un prémisse de votre future vocation, aller à la rencontre de personnes différentes. Sauf qu'avec eux, on parle plus de finances, de missions de conseil bien rémunérées et de rentabilité que du petit Africain qui meurt de faim. Vous, monsieur Deloire, de quoi vous a-t-on parlé à l'époque pour que cela vous intéresse aussi peu ? Vous seriez même allé raconter que votre stage en comptabilité analytique chez TF1 a été, je cite, le truc le plus ennuyeux de votre vie. Une vie d'ennui, ça a bien failli vous arriver, Madame Rivoal. Goldman Sachs, JP Morgan, bref, l'itinéraire du parfait Shark. Mais un beau jour d'avril 2003, c'est le désormais traditionnel pétage de plomb du financier surmené en quelque sens. Retraite bouddhiste en Thaïlande, Paris-Pékin en transsibérien et découverte d'une passion pour la photographie. Bref, un retournement digne d'un roman de Guillaume Musso. Ce revirement soudain vous fait même relativiser vos années d'étudiante. On vous a en effet entendu dire « À l'ESSEC, je portais déjà un tailleur, j'étais pas cool et je bossais pour la junior entreprise. » Alors, madame, la tenue de la photographe aventurière, c'est mieux que le tailleur ? Est-ce qu'on est plus cool avec un look à la Indiana Jones ? Que les pas cool de la junior entreprise, venus en nombre ce soir écouter celle dont ils ont affiché fièrement la photo sur la porte de leur local, ne s'attristent pas, maman vous aime quand même. Pour vous, monsieur Deloire, la quête d'identité ne fut pas aussi laborieuse. Vous avez trouvé votre voie, vous savez qui vous êtes. Au point même d'écrire votre propre page Wikipédia. Alors, que peut-on y trouver ? Christophe Deloire, diplômé de l'École supérieure des sciences économiques et commerciales. Oui, ça on sait. Pas un mot sur son passage dans une association nommée les Mardis de l'ESSEC, par hasard ? Ah non. Par contre, passage en compta analytique chez TF1. Oui, alors là, on t'a déjà dit que monsieur s'y était ennuyé. C'est vrai. Mais Arte, LCI, journaliste d'investigation au point, directeur de collection chez Flammarion. Très impressionnant. Puis enfin, directeur du CFJ, le centre de formation des journalistes. Tu oublierais presque que ce monsieur est également un auteur à succès, grâce à des ouvrages comme Les islamistes sont déjà là, mais surtout Sexus Politicus, livre qui, selon Wikipédia, pardon, selon vous, du coup, a été l'objet d'articles dans les journaux du monde entier. Quoi de mieux que le bon vieux thème racoleur de la politique et du sexe pour faire grimper les ventes ? Bien, revenons-en à notre chère semaine de l'humain. Madame Rivoal, vous allez certainement nous parler de votre engagement avec Action contre la faim, association que vous rejoignez après votre traversée du désert. Désert que vous retrouvez vite, d'ailleurs, car vous êtes envoyé au Darfour pour votre première mission. De retour, vous grimpez rapidement les échelons de l'association, trésorière, vice-présidente et enfin présidente en 2013. Votre place au conseil d'administration une fois acquise, ne retrouvez-vous pas alors votre mal-aimé tailleur, Madame la baroudeuse ?
Quant à vous, monsieur Deloire, vous êtes recruté en 2012 par Reporters sans frontières pour mettre un peu d'ordre dans une maison à la dérive financièrement et faire oublier le feuilleton Robert Ménard. Pour cela, vous jouez, je cite, le patron de boîte. Refoulé pendant longtemps, votre côté école de commerce finit enfin par ressortir. Et ça marche. Rapidement, l'organisation se restructure et retrouve un budget à l'équilibre. Vos combats obstinés à la tête de l'association ne s'arrêtent pas à sa trésorerie, mais redéfinissent ses engagements. Reporters sans frontières s'offre le monde comme terrain de jeu, et avec lui, ses nouvelles problématiques. Surveillance de masse, manipulation des citoyens, vision d'horreur en somme pour un journaliste. Alors, chers invités, devions-nous vous présenter davantage en chef d'entreprise aguerri qu'en militant dévoué? Pourquoi votre posture est-elle si souvent difficile à tenir dans le milieu associatif? Pourquoi diable vous accusez de diriger sans état d'âme? Ce serait oublier Giraudoux, qui nous rappelle que s'occuper de l'humanité est une entreprise surhumaine. Bienvenue donc, mesdames, messieurs, à cette semaine du surhumain. Stéphanie Rivol, Christophe Deloire, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez répondre à la présentation qui a été faite de vous par Estelle et Baudouin, peut-être en forme d'une nouvelle question de notre part. Comment finalement, pourquoi ce parcours? Comment vous êtes retrouvés de l'ESSEC à des ONG? Est-ce que ça a été quelque chose de logique dès vos études ou absolument pas? Je vais laisser Stéphanie répondre. ACF, c'est beaucoup plus gros que RSF. En général, on dit c'est honneur aux dames, et à chaque fois, je trouve ça assez hypocrite, mais bon. Bah donc, j'ai pas fait ça. Non, tu as évité l'écueil. Non, moi, vraiment, j'étais pas prédestinée ni à l'humanitaire ni aux ONG, puisque j'ai pris la droite voie de la junior entreprise et de la bande d'affaires. Donc, on peut pas dire que c'était le chemin le plus direct. Donc, moi, j'étais pas du tout dans cette ambiance-là. Effectivement, je pense que l'humain me préoccupait assez peu. J'étais dans une ambiance de recherche de carrière, de reconnaissance sociale, pour mes parents, pour mes professeurs, j'avais des revanches à prendre, visiblement. Donc non, je n'étais pas du tout partie pour ça. Et effectivement, le craquage, après 10 ans, 33 ans, le château de cartes qui s'effondre, des soucis divers et variés, personnels, familiaux, professionnels. Et puis je me suis posé, je m'étais déjà posé la question quand j'ai été virée de Goldman Sachs quand même, parce que accessoirement j'ai été licenciée façon bande d'affaires à 25 ans, on s'en réveille. Et puis j'y suis retournée, mais avec une autre mentalité qui était de me dire que j'allais pas y rester toute ma vie. Et puis cette conjugaison d'événements ont fait qu'en 2003, je me suis posée, et je vous invite à le faire, il y a vraiment la question après quoi je cours. Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que j'y prends du plaisir? Où je vais un petit peu? Et j'ai vraiment ressenti quelque chose d'assez fort, d'assez essentiel. Et cette question que je me suis posée m'a amenée à faire autre chose. Donc j'ai quitté la bande d'affaires. J'ai effectivement fait de la photo. J'étais pas très douée, mais comme j'avais fait l'ESSEC, j'ai gagné finalement plus d'argent que mes collègues infiniment plus doués que moi. Ça, c'est le business. Et puis ensuite, finalement, je suis partie au Soudan. Et ça, c'était un révélateur. En fait, on vit dans un monde qu'on ne soupçonne pas. La télévision, les photos, ça nous met qu'un tout petit goût. Le monde, il faut aller le voir. Moi, je suis en prise directe avec lui maintenant et j'adore ce que je fais de ce point de vue-là, même si ça va s'arrêter. Mais c'est pour ça que je suis ravie d'avoir eu cette expérience. Et ensuite, je me suis révélée à moi-même quelque part, dans une deuxième vie. Merci. On reviendra sur la suite du parcours et de ce que vous faites aujourd'hui à Action contre la faim. Moi, j'avais 3 désirs de métier avant d'entrer à l'ESSEC. Je voulais être astrophysicien. J'ai pas voulu faire maths sup pour résister à mon père et à mon prof de maths. Donc je suis rentré à l'ESSEC et j'avais encore 2 hésitations. Entre journaliste, pourquoi venir ici, c'était vraiment franchement absurde, d'autant qu'il ne m'est jamais venu à l'esprit dans ma vie de faire une école de journalisme alors même que j'en ai dirigé une plus tard, ou faire haut fonctionnaire et faire la prépénale. Et d'ailleurs j'ai fait la prépénale à l'ESSEC et Fleur Pellerin. Et puis moi je me suis dit que c'était plus marrant de faire journaliste. On a organisé au mardi de l'ESSEC. Je suis en train de prendre une grande revanche ce soir parce qu'un des gros échecs de ma vie, c'est de n'avoir pas été élu à la présidence des mardis de l'ESSEC. Enfin, je suis en train de dépasser un traumatisme. Merci à vous de m'y aider. Et donc,
Je suis parti dans le journalisme sans me poser de questions, alors en faisant un stage de comptabilité analytique à la direction de l'information de TF1, ce qui est un pari complètement absurde, puisque normalement, quand on est à la comptabilité analytique dans un média, on a zéro chance de passer côté rédaction. Et puis il se trouve qu'on m'a proposé de faire mon service national, je l'ai fait pour TF1 à Berlin, et puis qu'ensuite les choses se sont bien déroulées sans que j'ai eu une journée à m'ennuyer. J'ai fait du journalisme pur pendant 10 ans, ce qui était mon rêve. Et c'était un rêve parce que à aucun moment je me suis dit que j'avais un métier. Tous les jours, je me disais que même si j'étais rentier, même si je n'avais pas à gagner ma vie, c'est ça que je ferais de mes journées. Et ça a été une vie de journaliste d'investigation, de reporter, où voilà, un jour j'allais voir au Soudan le père spirituel de Ben Laden, Hassan al-Tourabi, qui est mort il y a quelques jours. Un autre jour, j'étais à Sydney pour couvrir les Jeux Olympiques, alors j'en ai fait du journalisme de sport que pendant 3 semaines, et puis je faisais des soirées avec des agents secrets, puis d'autres soirées avec des terroristes corses, des soirées poésie celles-là, et avec des polyphonies, et plein d'autres choses du même acabit. Et j'ai fait du bouquin, j'ai accumulé, et puis j'avais le sentiment d'être spectateur, et j'adore le journalisme. Vous voyez, ça me manque en ce moment de refaire des livres, des documentaires, j'adore ça, mais il y avait une chose qui était un peu limitée, c'était le fait d'être un spectateur. Et j'avais l'impression, avec des cycles différents, le cycle hebdomadaire, j'étais au Point, ou le cycle des livres, qui est un cycle incomparablement plus long, d'être un peu comme Sisyphe qui montait son rocher, et puis au bouclage, le rocher redescendait, et j'étais dans un cycle. Et j'ai voulu sortir de ce cycle, et me dire que j'allais faire quelque chose de moins plaisant, de moins jubilatoire au quotidien, mais d'une certaine manière de plus satisfaisant, et c'est ce que j'ai fait en partant diriger une école de journalisme, où là j'avais l'impression d'être un maçon. Un maçon, ça a froid aux mains l'hiver, franchement ça fait mal parfois, c'est pas agréable, c'est pas jubilatoire, mais à la fin ça peut être fier de la maison qu'il a construite. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, là où j'étais maintenant, ce que j'essaie de faire à RSF en essayant et en développant cette organisation. Merci pour ces réponses qui valent l'introspection. Pour commencer le débat, et ce qu'on a eu l'impression en fait, au cours de nos recherches, c'est que les ONG deviennent pour beaucoup des simili entreprises à but non lucratif. Et pour reprendre la typologie dans un article qui vous est consacré, Madame Rivaud, dans le Libération, on remarque qu'il y a désormais, je cite, les professionnels de la profession, accoutumés à différents mécanismes en vigueur, les cow-boys illuminés désirant sauver le monde face au rage de Zoé, et les jeunes loups venus du privé. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec cette typologie? Et est-ce que ça vous semble une évolution saine du fonctionnement associatif? Alors, les oiseaux de l'Arche de Zoé, effectivement, il y a une autre catégorie, un peu moins quand même zozo, qui sont les gens au grand cœur, qui viennent pour faire le bien. Il y a aussi cette catégorie-là, peut-être, qui échappe. C'est vrai que moi, je n'étais pas la bienvenue dans ce milieu. Il a fallu littéralement un tsunami, puisque j'y suis entrée en 2004 à la suite du tsunami, et qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont été déportés sur l'urgence tsunami, désertant les autres missions. Donc du coup, il leur fallait de la main-d'œuvre, et ils étaient un peu aux abois. Et quand ils ont vu des profils privés qui arrivaient, c'est devenu un peu attractif. Donc les loups du privé, oui, moi je suis arrivée avec une très mauvaise réputation. Je venais de toute évidence me racheter une conscience. Bon, beaucoup dit ça. Que d'ailleurs je n'ai jamais réussi puisque j'allais finir en enfer. J'ai entendu toutes sortes de choses. Hein. Je venais de la bande d'affaires américaine, enfin vraiment le pire du pire. On ne peut pas faire bien pire dans l'échelle morale des humanitaires. Donc il y a un certain purisme chez les humanitaires français. C'est les héritiers du mouvement sans-frontiériste. Donc ça c'est vraiment très pur et moi je suis une impure par définition. Donc du coup, je n'étais pas du tout la bienvenue et c'est vrai que les ONG sont malgré tout, oui, des entreprises. C'est pas un gros mot, en tout cas pour moi, ça ne l'est pas. Pour eux, c'est limite. Et il y a de l'anti-entreprise, tout ce qui est partenariat entreprise, hautement suspect. Il y a une notion totalement utopique qui n'existe pas du désintéressement. Et moi, j'essaie de leur expliquer que personne n'est désintéressé. Les États ne sont pas désintéressés quand ils nous donnent de l'argent, les entreprises non plus. Et qu'il faut que nous, on soit gérés comme une entreprise. Donc ça s'est grandement professionnalisé, mais il y a un tiraillement, une tension entre nos méthodes, ce sont les méthodes de l'entreprise, exactement de A jusqu'à Z, de la comptabilité, des RH, des finances, de la logistique, tout ça, et une sorte d'attachement viscéral
a un mandat qui serait de sauver la planète, qui est quasi néocolonialiste dans un sens, hein, c'est un peu le Nord qui va aider le Sud, etc. Donc c'est une mentalité contre laquelle je lutte, moi, personnellement, en développant un modèle humanitaire différent, et qui est sans tabou au sujet de l'entreprise. Et est-ce que c'est quand même pas le risque d'avoir une sorte de tomber dans les mêmes écueils que les groupes privés? Ce qui était relevé aussi dans l'article, c'était le fait qu'il y ait par exemple une nouvelle langue qui s'est développée. On ne dit plus agir, mais avoir un impact. On a des challenges, en fait, la gestion de projet. Est-ce qu'il n'y a pas les mêmes risques d'inertie, les difficultés aussi dans l'innovation finalement? Alors on est atteint par la maladie de la bureaucratie. Hein. On est déjà sérieusement avancé en termes de stade. Parce que les bailleurs de fonds institutionnels nous engluent dans une bureaucratie totalement asphyxiante. Et on commence, et ça je lutte aussi contre ça, à dépenser des montants qui sont pour moi indécents sur la bureaucratie. Mais c'est à notre corps défendant. Nous, on est dépendants de nos bailleurs de fonds, l'argent arrive de quelque part, il faut qu'on rende des comptes. Donc cette obsession de rendre des comptes devient la bureaucratie classique, c'est-à-dire un montant d'indicateurs, puis le bureaucrate générant de la bureaucratie qui génère des bureaucrates. On en est là, nous. Alors moi, je dénonce ça, notamment sur les bailleurs de fonds institutionnels, en disant il nous faut aussi un choc de simplification. Arrêter de nous contrôler avant, pendant, après, plus tard. Il faut faire des proposals comme ça pour avoir de l'argent, le rapport intermédiaire, le rapport final, l'audit. Nous, on recrute des gens payés à plein temps pour gérer ces contrats. Donc oui, on est atteint par cette maladie-là, oui. Mais c'est un petit peu partout, je pense. Et du coup, de la même manière que effectivement pour les entreprises, à cause de toute cette bureaucratie, ça privilégie forcément des ONG qui sont de taille importante. Est-ce que ça pose vraiment un problème d'émergence du coup de jeunes ONG, notamment d'ONG du Sud, qui sont vraiment implantées sur le terrain et qui n'arrivent pas à débloquer des fonds de l'Union européenne? Et comment, pour vous, vous pouvez participer à cet équilibre entre les ONG du Nord déjà très importantes et des ONG plus petites qui ont ces problèmes d'accès à des fonds à cause de toute cette bureaucratie? Alors, il y a une vraie schizophrénie. C'est-à-dire, dans le même temps, on nous demande de rendre des comptes, de faire... C'est nous qui gérons toute la bureaucratie parce qu'ils ont inventé le consortium et le méga grant. Ça veut dire qu'en gros, le bailleur de fonds en haut donne des grosses sommes d'argent, parce que ça les saoule finalement de donner plein de petites sommes d'argent et de gérer les petits, à un consortium qui du coup se prend toute la bureaucratie. Et la schizophrénie, c'est que dans le même temps, ils nous disent il faut travailler avec les ONG locales, il faut les monter en compétences, parce que c'est eux plus tard nos interlocuteurs. Et dans le même temps, ils nous inventent des procédures supplémentaires. Donc c'est une cavalerie, où nous on est pris en étau entre les deux, on a envie de leur dire, mais est-ce que vous savez ce que c'est une ONG locale? Parce que je crois que vous n'avez pas bien vu. Avant de leur demander d'écrire des proposals comme ça, il faudrait déjà accessoirement leur fournir un ordinateur. Il faudrait qu'ils parlent anglais couramment, parce qu'en plus c'est en anglais pour la majorité du... Il faut leur apprendre Excel, gérer un budget, planifier, etc. Donc vous voulez qu'on fasse ça, et qu'en plus on fasse le reporter, et puis entre-temps ils nous ont inventé encore. Donc on est dans une cavalerie impossible que je dénonce personnellement, et je pense que c'est une machine qui est en train de s'emballer. Et on n'arrivera pas à réconcilier ça avec les objectifs de partenariats locaux, d'ONG locales, qui vont donc perdre. Et ils ne seront pas contents, à juste titre, et ils diront où va l'argent? Et pourquoi pas? Pourquoi nous, on ne peut pas faire, on veut faire nous-mêmes? Nous, il faut qu'on rentre dans cette dynamique de vraiment faire en sorte que ces ONG locales, que la société civile organisée, informelle, formelle, fasse. Ça, c'est sûr, c'est notre vision. On a du mal quand même à s'en détacher. Il y a un lâcher-prise à opérer. Ça veut dire qu'on n'aura plus le pouvoir, ça veut dire qu'on n'aura plus l'argent, ça veut dire qu'on va véritablement transférer. Avec tout ce que ça veut dire, ça ira sans doute moins vite, ce sera de notre point de vue moins bien. Mais qui je suis moi pour dire qu'un programme marche pour les bénéficiaires? C'est à eux de voir si ça leur convient ou si ça leur convient pas. Ah mais nous on a inventé aussi nos propres normes. La qualité, ça s'appelle. Donc du coup, il faut qu'on fasse de la qualité. Des fois je me dis ça veut dire quoi? Ah mais, et puis alors là, on nous sort des bouquins. Alors nous, on crée notre propre bureaucratie, c'est ça qui est fou, on subit et on la crée. Et puis après, du coup, il vaut mieux qu'on fasse nous-mêmes par rapport à la qualité. Donc il y a une vraie révolution culturelle à faire, à lâcher prise sur des concepts occidentaux qu'on a créés et qui nous enferment, et qui n'est plus une émanation du respect qu'on doit avoir pour ces gens. Ils sont des gens, ils sont nos partenaires, ils ne sont pas des bénéficiaires vulnérables tout le temps. Oui, il y en a, bien sûr, une maman et son enfant, ce sont des vulnérables. Mais ces gens-là, ils ont un chef de village. Si ce n'est pas le chef de village, il y a une société civile, il y a des journalistes, il y a des universitaires, il y a des gens dans ces pays quand même. Donc on doit parler, on doit faire cet effort.
Et ça, c'est un changement un peu de paradigme. Qui est plus dans le développement, mais l'élément politique en moins. Merci. En parlant peut-être moins de paradigme, mais de changement en tout cas, de la même manière que pour une entreprise, l'esprit du fondateur peut planer assez longtemps sur l'organisation. Pour les ONG, on remarque que c'est un peu la même chose. Il y a une forte image de la personne qui a créé l'organisation, des conditions, etc. Donc pour RSF, voilà, je sens venir la question. C'est la figure très controversée de Robert Ménard. Pour Action contre la faim, c'est un groupe d'intellectuels parmi lesquels BHL, Attali, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire, l'un puis l'autre, de quelle manière on peut faire évoluer cette image ou comment elle reste au sein de l'entreprise comme une valeur importante? Robert Ménard. Il a été de ceux qui ont créé l'organisation en 85. C'était une bande de 5 journalistes de Radio France Héros, qui d'ailleurs à l'origine ne voulaient pas du tout défendre la liberté de la presse, mais voulaient faire des reportages dans les pays dont les médias dominants ne parlaient pas. Et puis ils ont fait leur reportage, ils sont revenus, et ça n'a toujours intéressé personne. Donc ils se sont dit qu'ils allaient défendre la liberté de la presse. Et là, ça a merveilleusement marché. Et RSF, assez vite, est devenue une organisation avec une notoriété internationale. C'est d'abord monté en France, mais il y a eu des déclinaisons à l'étranger. Et Robert Ménard, pendant 23 ans, les 23 premières années de l'organisation, a incarné cette organisation, jusqu'en 2007. Moi, j'ai succédé à son successeur, je ne suis pas son successeur direct. Évidemment, l'image, elle est restée très forte. Enfin, il l'a incarné, surtout que c'était une organisation où lui, il avait un fonctionnement despote, s'il disait à la porte, les gens allaient à la porte. En même temps, il avait une capacité charismatique à inspirer des gens à l'étranger. Moi, je rencontre encore des journalistes, ça peut être à Washington, je rencontre un journaliste africain qui dit « je me souviendrai toujours de ce qu'a fait Robert Ménard ». Je ne vais pas lui casser du bois sur le dos aujourd'hui. Maintenant, il est dans une trajectoire que je qualifierais de personnelle, qui n'est absolument pas celle de l'organisation, qui d'une certaine manière peut être préjudiciable à l'organisation, mais on a fait des sondages récemment. En France, les gens font absolument la distinction aujourd'hui, enfin, à une ultra majorité, et à l'étranger, c'est un problème, puisque les gens l'ignorent, et que l'essentiel de notre activité à nous, on illustre assez largement le slogan « Nul n'est prophète en son pays ». Malheureusement, en France, on a un problème d'image, puisque, en gros, moi-même, quand j'étais journaliste, je pensais que Reporters sans frontières, c'était une bande de 3 gauchistes. Je n'ai rien contre les gauchistes, mon propos n'est pas politique, mais de 3 mecs aux cheveux longs qui sortaient des banderoles libérer les otages et qui simplement augmentaient le prix des otages et avaient pour seul effet de faire ça à force de manifester pour eux, alors que l'organisation, c'est une organisation qui aujourd'hui est une mini multinationale. On a des bureaux dans 15 villes dans le monde, donc des sections dans 8 pays européens, chaque fois selon le nom du pays, Reporter de Grenzen en Allemagne, Reporter Route Grenzen en Suède, etc. 35 salariés au siège à Paris, on était à 25 il y a 2 ans, 15 à Berlin, et puis on s'est développé énormément ces 2 dernières années aux États-Unis, où on est en train étonnamment d'exploser, avec très peu de personnes, mais on est en train d'avoir une autorité dingue, et il se trouve que comme Reporters sans frontières s'exprime tous les jours, d'abord on a des correspondants dans 130 pays, mais s'exprime tous les jours en français, en anglais, en espagnol, en arabe, mais aussi en farsi. Ça fait que, comme le disait la prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, même les journalistes iraniens ont sur leur frigo un post-it, et sur ce post-it, il y a le numéro de Reporters sans frontières. Mais donc comment, pour revenir à la question, puisqu'il ne faut pas que je fasse semblant d'avoir retenu la question, tout simplement en existant autrement. Et moi, je ne vais pas faire comme on faisait du temps de l'Union soviétique, gommer Beria des photos, quoi. Il est là. Et simplement, maintenant, on est entré dans une nouvelle phase où l'organisation est très différente, se professionnalise, ce qui parfois peut provoquer les chocs culturels que tu évoquais tout à l'heure. Je reconnaissais grosso modo, c'est vrai qu'il y a des vocations différentes dans les organisations. Il y a des gens qui ont une vision plus doloriste, qui pensent que quand on sauve le monde, il faut passer une mauvaise journée, comme ça on le sauve mieux, et d'autres qui pensent qu'on peut avoir une forme de distance et être comme le médecin qui fait des blagues au-dessus du corps qui l'opère, que l'humour et la bonne journée ne sont pas incompatibles avec le fait de sauver le monde. Et vous qui êtes ici, alors je ne sais pas à quoi vous vous destinez, mais il y a de très belles fonctions à exercer dans les ONG. Et des profils comme ceux de l'ESSEC, cet après-midi, j'avais un type qui sortait d'HEC, que j'avais envie de recruter. Bon, il se trouve qu'entre-temps, il avait trouvé un job ailleurs. Mais c'est pas, parlant de Reporters sans frontières, c'est pas une organisation où on peut faire fortune. Mon histoire personnelle est l'histoire du mec qui gagne de moins en moins. J'ai inversé la courbe normale. Mais on peut y faire des choses formidablement intéressantes.
et parfois à un âge extrêmement jeune. Et nous, on est une petite organisation, mais on va rencontrer des chefs d'État, et moi j'ai des gens qui ont 25, 30 ans, et qui vont, avec moi, parfois seuls, rencontrer des chefs d'État, des ministres, qui font pression. On est dans un rôle politique. Moi j'ai 3 fonctions, j'estime. Je suis journaliste, je dois l'incarner, cette organisation journalistiquement. Je suis un patron de boîte, comme vous dites, c'est-à-dire je fais en sorte que ça tourne, que ce soit équilibré financièrement, qu'on puisse se développer. Je fais du management, etc. Et puis je fais de la politique. La politique avec un seul principe, qui est la liberté de l'information. Mais mon but, c'est d'influencer les gens qui ont du pouvoir, parce que généralement, je n'ai pas la capacité à ouvrir les barreaux des prisons ou à faire en sorte que les pressions économiques exercées sur un journal soient levées. En revanche, je peux être une petite souris qui va sur le dos d'un éléphant et qui va l'actionner. Et ça, c'est ce qu'on fait tous les jours, et éventuellement, je raconterai un peu plus précisément comment. Et sur cette professionnalisation, peut-être 2 questions en une. Déjà, vous disiez que ce n'était pas toujours facile. Quels sont vous qui remontez une boîte, entre guillemets, ou qui redressez une boîte, auxquelles pressions tous les deux vous pouvez affronter en interne? Et est-ce que ce n'est pas aussi, dans cette professionnalisation, cette difficulté d'accès au fonds, vous l'évoquiez tout à l'heure, une importance grandissante de la communication et du marketing, et avec aussi le risque, pour vous ou pour d'autres, mais de recourir, entre guillemets, au trash, qu'on a parfois pu voir sur certaines affiches ou pour attirer l'attention. Ah non, on est vraiment les spécialistes du trash, je crois, parce qu'on a fait très fort avec Laila, 30 francs près. Je pense que c'était une des communications humanitaires les plus trash. Oui, la bonne nouvelle, elle vient aussi. Oui, nous, on va très très loin, hein, très très fort. Ça fait des années, hein, moi ça fait, j'ai 9 ans de conseil d'administration, qu'on dit faut arrêter, c'est trop, c'est horrible, c'est sordide, etc. Puis on a les médecins qui disent non mais il est comme ça l'enfant, il est comme ça, il faut le montrer, il est comme ça, on va pas. Oui mais enfin quand même. Donc moi je parle de dignité humaine, de respect de la personne. Donc on va très loin dans ce qui est acceptable, pas acceptable. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que nous, on a tout un pan de notre activité qui est la collecte de fonds. Et on collecte 43, 44 millions d'euros auprès des Français par an. Et sans cet argent-là, on ne peut pas fonctionner. Donc nous, on en a besoin, il faut montrer les choses. Un problème qui est loin et qui est important, pour le ramener, il faut l'amplifier, sinon il perd de sa résonance. Et in fine, on a créé une addiction auprès de nos donateurs. Ils ont besoin de leur dose. S'ils n'ont pas leur dose, ils n'ouvrent plus leur porte-monnaie. Donc on est vraiment dans de la drogue dure, qui est de leur montrer de plus en plus de trash. Et s'il n'y a pas l'enfant décharné, ça n'intéresse plus. Donc là, on appelle ça la communication responsabilisante. Et non culpabilisante, en fait, on fait des tests tous les ans. Alors, on dépense de l'argent pour faire des tests, on récupère l'argent lors du test, mais bon, allez, cette année, on va faire une campagne positive sur notre action, comment on fait en sorte que les gens sont sortis de leur situation à 1. Mais c'est l'échec systématique, tous les 2 ans on en fait, ça ne marche pas. Mais ça ne marche pas dans les grandes largeurs, c'est-à-dire qu'en fait, ça ne marche pas du tout. Donc en fait, on est dans cette équation insolvable, où il nous faut de l'argent pour les bénéficiaires, il faut montrer les bénéficiaires, etc. Donc parfois, on va jusqu'au, il y a un truc qui s'appelle la DRTV, qui se passe beaucoup aux États-Unis et en Angleterre, donc c'est des spots, un peu comme quand vous voulez acheter quelque chose, des radioachats, et à la fin vous avez un téléphone pour acheter le collier. Et bien là, vous avez des images assez trash, et à la fin vous avez un téléphone pour donner. Donc c'est exactement les mêmes mécanismes émotionnels, il faut faire 10 secondes de trash, 5 secondes de trash, 10 secondes de message positif et refinir par 5 secondes de trash. C'est mécanique. Hein. S'il n'y a pas les 5 secondes à la fin, les gens ne donnent pas. S'il y en a trop au début, si on met 15 au milieu de positif, les gens ne donnent pas. Non mais c'est absolument incroyable parce que ça va plonger dans l'âme humaine. Hein. C'est vraiment, on réfléchit même pas, on ouvre, on porte ça. Et donc là, ils sont partis au Burkina Faso puis ils me ramènent des images. Et là, les images, c'est un enfant avec des mouches, qui a des escarres, des plaies ouvertes, etc. On voit ses genoux. Et là, je leur dis, ça va pas, non? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit quand même, dignité humaine, respect de la personne. Enfin là, vous montrez un enfant qui est en train de pourrir. Sur pied. Ah, bien, alors, si on coupe au genou, en dessous genou, au-dessus du genou, enfin voilà, on en était là. Donc moi, j'ai vu image par image, qu'est-ce qu'on allait couper. Puis au final, j'ai dit, non, on va pas y arriver, en fait, il faut que tu retournes. Donc ils sont retournés au Burkina Faso pour refaire des images où il y avait, moi j'ai dit, pour pas de mouches, et puis pas d'escarres, et oui, d'accord, l'enfant ou pleure ou machin, mais je ne veux plus ça.
Mais on est dans une addiction et on est dans une équation qu'on n'arrive pas à résoudre. Vous n'avez pas exactement les mêmes enjeux de levée de fonds, mais du coup... on a des enjeux de levée de fonds, mais on ne peut pas avoir les mêmes stratégies, nous, parce qu'en gros, d'abord maintenant je vais faire attention à ce que je vais dire, parce que je vois qu'il y a des phrases un peu... On pourrait peut-être avoir sur fort. un des écrans les tweets. Il vaut mieux dans ce genre d'assemblée avoir une règle genre Chatham House, ça ne sort pas d'ici. J'ai oublié, tiens. Ah oui, il faut faire toujours très attention. En fait. Bon, maintenant ça va être plus policier comme discours. Nous, on n'a pas ce problème parce que, honnêtement, les gens n'ont pas envie de verser aux journalistes. Déjà, ils n'ont pas envie d'acheter un journal à 2,20 € ou 40. Donc, verser aux journalistes, en termes de donation publique, même si ce qu'on défend, in fine, c'est pas le journalisme, c'est le droit à l'information des populations et donc les capacités de développement des individus et des sociétés, ça arrive très loin après, tu dois être plus spécialiste que moi, mais en termes de donation publique, les animaux en premier, la fin dans le monde doit arriver pas loin, les maladies. Et alors, les petits pauvres, les fins de vie. Et donc inutile de vous dire que la liberté de la presse conceptuelle et les journalistes, c'est pour ceux qui sont vraiment trompés. En revanche, nous on fait des campagnes de provocation, ce qui nous permet d'acquérir une forme ça participe de notre notoriété, et ça nous permet ensuite de développer notre stratégie dite du naming and shaming, dénoncer et faire honte, qui est un des leviers d'action politique. Notre modèle de financement, il est donc pas du tout celui-là. Nous, en gros, c'est 3 tiers. Alors, je le disais, c'est beaucoup plus petit. Un tiers, c'est des bailleurs publics. Pas tous. On refuse, par exemple, l'argent du développement américain, de l'USAID. On a été tellement accusés d'être des agents de la CIA que, bon, ça va. Je ne l'ai pas mentionné encore. Ah non, mais je devance. En revanche, on vient d'avoir un nouveau contrat avec l'Agence française de développement. On répond à des appels d'offres, y compris en consortium. Non, la Russie, on ne prend pas non plus, mais consortium de l'Union européenne. Donc on répond à des appels d'offres et effectivement, il faut recruter des gens pour faire du reporting, etc. toute la journée. Et notre plus gros bailleur public, c'est la coopération suédoise, qui répond au joli nom de SIDA, Swedish International Development Agency. Le deuxième tiers, c'est des bailleurs privés. Et là, soit c'est des personnalités, des mécènes qui versent, et ils versent simplement comme ça, ils ne demandent rien. Soit c'est des grandes fondations internationales, soit des fondations familiales, aux Pays-Bas, à Londres, un monde dont j'ignorais absolument l'existence avant d'arriver à RSF, mais qui n'a pas d'agenda politique à part celui de défendre la démocratie. Les fondations qui nous financent sont un peu les mêmes fondations qui, à Bruxelles, financent les associations contre le bi. Et puis le dernier tiers, nous, c'est un produit commercial, qui est l'album Sans photo pour la liberté de la presse, dont là, on a doublé ou triplé les ventes en 2 ans, et qui rapporte quand même de coquettes sommes, parce que c'est un modèle économique avec une marge à 90% sans égal. Est-ce que vous avez mis Kate Moss ou parce que... On l'a mise une fois. Oui. Alors on a un peu renouvelé la politique de couverture, qu'on a élargie, mais on a réintroduit du contenu militant. Et donc on parle aussi plus des problèmes sur le terrain qu'avant. Enfin, bon, et comme on est absolument soutenu par tous les présentateurs de 20h de Soir 3 de toute émission qu'ils présentent, là c'est vrai que le soutien corporatiste, et je me défends d'habitude de tout corporatisme, il est évidemment utile pour l'organisation. Je reste un petit peu sur le financement, mais on sait qu'environ, d'après les chiffres disponibles, que 3/4 des dons, en tout cas des fonds disponibles pour les ONG dans le monde, ce sont à peu près 12 grandes ONG qui les captent. Est-ce que ça vous paraît choquant? Est-ce que vous pensez que c'est à peu près normal, vu que ça devient un peu tout des multinationales comme les autres? Vous faites du marketing, non? Il y en a ça pour le marketing. En fait, c'est pareil. Vous entrez dans un marché. Quand vous entrez dans un marché, il y a un gâteau. Les premiers entrants prennent la vaste majorité du gâteau. Les nouveaux entrants, comme dans tout marché, c'est plus cher en fait. Donc en fait, les nouveaux entrants, à moins d'avoir de l'argent pour faire de la collecte, parce que la collecte, ça coûte de l'argent, il faut faire de la communication, il faut embaucher des agences qui font du street marketing, du téléphone, qui font des emailing, des mailings, etc. Donc c'est mécanique, c'est dans n'importe quel marché. La collecte de fonds est un marché comme les autres. Donc il est dicté par les mêmes règles. Alors, c'est choquant, c'est comme ça, puisque ça répond au même code.
Le problème après, c'est de renouveler, c'est renouveler la manière dont on collecte. Donc après, on essaie d'être inventif. Bon, il y a le digital, il faut quand même que les gens... Nous, on peut donner, chez nous, je crois qu'on peut donner par SMS, enfin, je sais plus le truc vraiment. Donc je crois qu'on ne récolte pas grand-chose là-dessus pour le moment, mais il faut se renouveler sur des nouveaux modèles. Et en fait, notre base de données, nous, elle est vieillissante. On a des fans depuis 35 ans. Et puis les jeunes, donc là que vous êtes, visiblement, c'est très différent. Vous répondez à d'autres leviers. Vous, le 100% émotionnel, visiblement, c'est pas, vous ne répondez pas au même stimuli. Et donc, il faut autre chose, notamment plus de militantisme, plus de fond, vous êtes plus exigeants, ce que je salue complètement, puisqu'on est moins dans une mécanique émotionnelle. La faim, dans les années 80, Éthiopie, tout ça, vous, moins sensibilisés à ça, plutôt environnement, enfin, c'est comme ça que je vous vis, je vous sens, je ne sais pas comment vous êtes exactement, mais, et on vous étudie beaucoup. Vous nous intéressez beaucoup, vous savoir comment vous fonctionnez, non pas forcément uniquement pour nous donner de l'argent, mais pour vous portiez nos causes. Puis que vous vous engagiez, peut-être que ça va faire une transition avec la suite, mais que vous vous engagiez dans quelque chose qui vous stimule, qui vous intéresse d'une manière ou d'une autre. En environnement, franchement, c'est très bon. Nous, on était à COP21 à fond. Mais d'autres choses, mais vous avez besoin de... Je sais pas, on n'a pas très bien compris encore, mais on étudie les différentes populations pour voir comment élargir ce marché de la collecte de fonds. Et nous, pour info, on est financé 60%, 65% par les bailleurs de fonds institutionnels et le reste par le public. On a pu brosser un petit peu en tableau de la gestion d'une ONG quant à ses limites dans les différentes critiques qui sont faites sur l'humanitaire. Sont peut-être reprochées l'action, le simple rôle palliatif aux inégalités de développement à l'œuvre. Et d'aucuns, en tout cas dans les plus radicaux, dénonceront en fait les inégalités induites par le système considéré comme trop libéral. Donc est-ce que vous pensez de ces critiques-là? Est-ce qu'effectivement c'est un pur rôle palliatif? Ou est-ce que les slogans type, puisqu'on parle de marketing, empowering people, etc., est-ce que vous y croyez vraiment? Est-ce qu'il y a une application? Et je rebondis sur les petites ONG qu'il faut rendre capables, où est-ce qu'on en est? Alors on aime bien classer les cases, les gens, surtout les Français, on adore ça. Donc chez nous, il y a les urgentistes et puis il y a les développementaux. Donc les développementaux, ils sont là très longtemps, ils mettent 1 an ou 2 avant de faire une proposition pour avoir de l'argent, ils sont dans des durées longues. Et nous les urgentistes, c'est super court, c'est des baroudeurs, on arrive, on déploie, logistique, etc. On a les contrats 6 mois, 1 an, etc. Donc nous on travaille beaucoup à... moi j'arrête pas de dire quand je dis oui mais quand est-ce qu'on part? On oublie ça, on part pas. De toute façon on a du boulot pour tellement d'années que c'est pas la peine de songer à partir. Il faut qu'on soit sur des urgences chroniques. Ça c'est compliqué, l'Afghanistan, Haïti, le Sud-Soudan, la RCA, c'est des pays, le Mali, on va pas les quitter, donc c'est pas la peine de se voiler la face. Donc il faut qu'on convainque nos bailleurs de fonds d'arrêter le 6 mois, parce qu'en plus ça coûte cher. On déroule, on arrive vraiment comme on débarque. On débarque avec des voitures, des téléphones satellites, on loue des tonnes de maisons, on fait monter le prix des loyers, enfin on a un impact réel. Donc autant, moi ce que je prône, ayant fait l'essai, c'est qu'on maîtrise cet impact et qu'on le rende vertueux. C'est-à-dire qu'on réfléchisse un peu où on dépense de l'argent et si possible qu'on le dépense sur les plus vulnérables par exemple. Donc tu voulais réagir? Non, je ne suis pas sur ce genre de problématique, donc je ne dis pas. Donc du coup, c'est d'imaginer un ensemble global sur lequel on arrive, on a un impact, il est certain. Il y a des pays, Amman n'a plus du tout la même tête depuis la crise syrienne, parce que c'est envahi l'humanitaire là-bas, vraiment. Le Libéria, n'en parlons même pas, il y a même des rues qui s'appellent UN Drive, donc voilà, on change tout. Et le jour où on s'en va, d'ailleurs ils sont en train de dire, tiens, on va partir. Et qu'est-ce qui va se passer à Monrovia? Enfin, il y a tout un business, un écosystème qui s'est développé autour de ça. Donc autant qu'on en prenne conscience et qu'on le maîtrise pour l'orienter, pour que cet argent n'aille pas dans les gens qui nous vendent, qui nous louent les bâtiments, ils ne sont pas les plus nécessiteux. Bien sûr, on paye un loyer, mais il faut quand même qu'on réfléchisse à tout ça. Donc c'est des nouvelles pensées qui en fait nous obligent à sortir des silos, urgentistes, développement, arriver, sauver la vie. Il faut sauver la vie, et puis tout le reste, j'y penserai après. Non, comment je sauve cette vie? Quel impact j'ai en sauvant cette vie? Environnemental, les camps. Vous êtes dans un camp de réfugiés, mais vous avez une mer de plastique juste à côté. Parce que, voilà, et on a induit ça, il n'y a plus de bois jusqu'à des kilomètres autour. Parce que il faut réfléchir à ça en avance, prévoir. Donc on évolue, on se bonifie,
On commence à faire de la prospective, on commence à intégrer tout ça. Et moi, je pense que sans tabou, il faut qu'on évolue vers des modes de fonctionnement qui s'inspirent de l'entreprise sociale et solidaire, de la coopérative, du lobby, et qu'on a une mission à remplir, et c'est notre obsession, c'est pour nous, en ce qui nous concerne, éradiquer la faim dans le monde, qui est l'un des objectifs du millénaire, enfin du développement durable maintenant. Donc c'est le deuxième. Donc maintenant qu'on est obsédé par ça, la méthode, le mode opératoire, l'urgence, le développement, tout ça, c'est de la sémantique. Il faut s'adapter tout le temps. Il faut arrêter des tabous qui sont la méthode prime sur la mission. Non, c'est la mission qui prime et on fera ce qu'il faut dans les lieux, en ayant quand même conscience de l'impact qu'on a. Et il est énorme. Et vous, même si vous n'avez pas exactement les mêmes problématiques dans le cadre de Reporters sans frontières, votre impact sur place, sur le court terme et le long terme, c'est quelque chose que vous considérez de la même manière en France et à l'étranger ou... Oui, alors, nous, notre impact, c'est souvent difficile à définir. Quand vous défendez, et vous intervenez partout dans le monde pour défendre Mazen Darwish, qui était le plus célèbre détenu politique en Syrie, qui avait créé le Centre syrien des médias à Damas, que vous faites des conférences de presse à New York, que vous allez au Liban, à la fin, le jour où il est libéré, évidemment, vous êtes dans l'incapacité absolue de dire « c'est grâce à nous ». Donc, dès lors qu'on a une action politique globale, c'est très difficile de mesurer l'influence et l'impact. Alors, les bailleurs le réclament de plus en plus, et à juste titre, et c'est une question qu'on doit se poser. Parce qu'il ne s'agit pas d'être là dans des organisations pour prendre des belles postures à Paris et que ça ne serve à rien sur le terrain. Nous, on a 3 types d'actions. En gros, on a une action publique qui consiste à développer des outils de plaidoyer public, à faire des rapports, à avoir des outils de plaidoyer comme notre classement mondial de la liberté de la presse, qu'on va publier la semaine prochaine et qui est repris partout dans le monde, tant par les médias et qui permet de jouer sur les émulations entre États. Vous voyez, le président turc Erdogan, régulièrement, quand on sort de notre classement, dit qu'on est des complices des terroristes kurdes. On a des pays qui nous appellent avant pour dire on sera combien d'autres qui viennent nous voir en disant on voudrait améliorer notre position, comment faire. Donc ça, c'est des outils qui permettent à la fois à destination du grand public de faire connaître des situations et d'exercer des pressions. On a des activités de terrain. Alors, ces activités qui sont très spécifiques, on organise des ateliers pour la sécurité des journalistes et notamment pour leur sécurité numérique. Je ne peux peut-être pas dévoiler un sujet que vous voulez évoquer après, sur les nouvelles technologies. On le fait partout dans le monde. On le fait en Afghanistan, dans des coins reculés d'Afghanistan, on le fait à Bangkok, on le fait à Hong Kong, en Afrique et même dans les meilleures écoles de journalisme américaines. On accorde tous les jours, moi je signe des bourses à des journalistes, donc des grants, ou des organisations partout dans le monde. Ça peut être une journaliste rwandaise qui fuit les services secrets de Paul Kagame, qui veut se mettre à l'abri un moment avant de reprendre plus tard son emploi. Ça peut être une radio hongroise dont le toit a été brûlé par des camarades des anciens putschistes au pouvoir, etc. etc. Et puis on a eu par exemple une radio à destination de l'Érythrée. L'Érythrée, c'est le dernier pays au classement mondial de la liberté de la presse, dans la Corne de l'Afrique, où les journalistes ont été mis dans des containers. Il y a eu des images qui circulent de temps à autre, qui est une image de container. C'est une référence à l'Érythrée, mais d'après Amnesty International, de manière plus globale, c'est un pays où il y a 10 000 détenus politiques, un tout petit pays pourtant. Et puis on a une activité que j'évoquais de plus politique, qui consiste à influencer les États et les organisations internationales. On a un statut consultatif à l'ONU, au Conseil de l'Europe, à l'UNESCO, à la francophonie, etc., qui nous permet d'intervenir dans ces enceintes, de faire des propositions. Moi, je suis intervenu le 27 mai dernier au Conseil de sécurité, autour de la fameuse table ronde, là, pendant une vingtaine de minutes, et on le fait un peu partout. Et puis, en gros, nous, ce qu'on fait peser, c'est une espèce de... Alors, je ne devrais pas le dire, et, pardon, je tenais mal mon micro, mais une espèce de chantage, qui est si vous ne faites pas ça, on vous dénigrera publiquement. Ça ne marche pas toujours. Le président érythréen n'en a pas grand-chose à faire. Et je ne peux pas dire que le président chinois en ait grand-chose à faire, même si son département de la censure et de la propagande, tous les ans, édicte une directive pour dire qu'aucun média, ni public ni privé chinois, n'évoque ce classement. Mais dans beaucoup de pays, ça marche. Et on arrive à obtenir qu'ici, une loi scélérate soit retoquée, qu'un tel soit sorti de prison, ailleurs que des médias dont l'indépendance était mise en cause, même si les questions d'indépendance des médias, qui sont des questions plus structurelles, sont plus difficiles à traiter pour nous, puis plus nouvelles, que les questions d'exaction contre les journalistes,
qui sont, même si on n'a pas toujours de résultats, plus faciles à traiter. Justement, en continuant de parler un petit peu des moyens d'action, on a commencé à l'évoquer, à l'image des plus grandes entreprises, vous devez aujourd'hui composer aussi avec les nouveautés technologiques qui vous sont proposées. Il y a des nouveautés technologiques qui paraissent évidentes, comme les drones qui ont servi à filmer le séisme, par exemple, au Népal. Et sinon, le traitement du big data, l'utilisation des données numériques, mobiles, etc. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle manière ça commence déjà à influer sur votre travail, ou quelles pistes d'amélioration vous verriez possibles grâce à ces technologies? Un peu, mais bon, on n'est pas quand même les pros de la technologie, on n'est pas, je dirais pas qu'on soit à la pointe. Mais on se laisse surprendre par nos bénéficiaires, qui d'ores et déjà, je pense qu'en Afrique, il y aura pas de ligne filaire de téléphone, tout le monde est au téléphone portable, ils ont déjà des petites tablettes, mais bon, donc eux-mêmes sont déjà dedans. Ils consultent les prix des denrées alimentaires avant, quand on est un paysan au Burkina Faso, pour aller vendre ses récoltes au plus vite. Les transferts d'argent se font par le téléphone, les conseils se font par voix avec des applications, parce que ce n'est pas forcément tous des smartphones. Donc, on le fait, eux le font déjà, et nous, on a un travail à faire sur l'analyse de nos données. On collecte énormément de données, notamment des mensurations de population sur des mois et des mois, des évolutions de prix d'aliments sur des marchés pendant des mois et des mois, et on a la fâcheuse tendance de s'asseoir sur ces données et de ne pas aller au fond du traitement qu'on pourrait en faire. Donc il y a du travail d'analyse à faire qui devrait se faire avec des moyens technologiques de base, mais on a du mal à passer à cette phase d'analyse. Maintenant, on essaye aussi quand même d'avancer. Au lieu de peser, mesurer un enfant, lui prendre son périmètre brachial, on peut maintenant, presque fini, faire une photo de lui, et grâce à cette photo, toutes ces mesures sont prises automatiquement. Donc oui, on essaye de rattraper. Bon, on est tous au solaire. Déjà, par rapport à la France, quand on est sur le terrain, on est quand même majoritairement nous-mêmes, dans les coins les plus reculés, en solaire. Donc on essaye quand même d'avoir ce type d'approche. C'est pas un sujet qui est au cœur de notre action, c'est un corollaire, et c'est dommage, ça fait partie de cette intégration globale qu'on doit faire, l'environnement, l'économie, l'impact social, et également, pourquoi pas, d'intégrer ces dimensions plus en avant. Donc je trouve qu'on n'est pas si mal, mais on a quand même des progrès à faire. Nous, donc, je l'évoquais, on fait des formations à la sécurité numérique partout dans le monde, et ça, même les plus grands journalistes d'investigation en France, souvent, ne cryptent pas leurs données, leur communication. Alors en France, c'est pas extrêmement grave, au pire, les services sont au courant avant de la publication de leurs enquêtes, même si ça peut faire peser des menaces. Dans certains pays, ça peut vous mener au commissariat, où on va vous tabasser, ça peut mener vos sources, et donc l'enjeu de la sécurité numérique, c'est un enjeu essentiel. Et on leur donne, y compris du matériel physique qui permet de crypter, au-delà même de l'utilisation des VPN ou des clés PGP, qui dans certains pays sont difficiles. Ne serait-ce que télécharger un VPN, c'est compliqué dans certains pays. On a aussi des opérations, par exemple on a une opération qui s'appelle Collateral Freedom, qui consiste à débloquer des sites censurés. En fait, dont le principe technologique est relativement simple, c'est-à-dire quand un site est censuré en Russie, en Chine, alors on ne peut pas le faire pour tous les sites puisqu'on on paye pour la bande passante, mais on fait en sorte que le site soit accessible en faisant des sites miroirs sur les serveurs de très grosses boîtes, du type des GAFA, de Google, d'Apple, etc., qui permettent que les États ne censurent pas, puisque ce sera un coût économique et politique trop grand pour eux que de le faire. Et donc ça rend ces sites, autrefois, enfin actuellement censurés, consultables. Alors ça marche plus ou moins bien en fonction des pays, mais c'est une opération qui marche bien. Et puis je voyais Big Data, nous on a des problématiques qu'on veut traiter maintenant, qui sont compliquées, mais qui sont des algorithmes par exemple. Et comment en France, il y a une loi qui s'appelle la loi Bichet, qui prévoit les modalités de distribution de la presse et qui permet d'éviter que des discriminations soient faites, et ça assure la distribution de l'information de la presse écrite. Il y a des garanties démocratiques grâce à cette loi.
qui vérifie que les algorithmes fonctionnent de manière démocratique ou démocrate, qui garantit pour l'avenir, qui est capable de faire des comparaisons. Ça, c'est des sujets sur lesquels on commence à travailler, mais ça demande là d'avoir une ingénierie qu'il nous faudra développer. Justement, cette ingénierie, il y en a qui la développent peut-être mieux que les plus grosses ONG aujourd'hui. C'est les entrepreneurs sociaux qui s'intéressent beaucoup à ces questions. C'est les cabinets de conseil qui s'occupent plus de questions sociales. Enfin, voilà, tout ce business qui se tourne plutôt vers un développement par l'économie, le microcrédit, etc. Est-ce que vous souhaitez, par exemple dans le cas de l'humanitaire, devenir obsolète et que ce business vienne remplacer les ONG, peut venir remplacer des dons, ou est-ce que ce sera toujours deux choses qui existeront en parallèle? Dans le cas de Reporters sans frontières, évidemment, c'est plus difficile d'être remplacé par un business, mais de la même manière, dans quel sens certaines entreprises et projets entrepreneuriaux peuvent venir compléter votre action et peut-être un jour la remplacer? Alors, je ne sais pas si je réponds bien à la question, mais quand même à une partie. Nous, quand même, on est en train de faire une mutation, parce qu'on publiait beaucoup de communiqués. Et publier des communiqués, en reposant sur notre réseau de correspondants dans 130 pays, ça avait des vertus, on faisait connaître des histoires. Maintenant, les agrégateurs, ou certains grands médias qui ont leur page média, presse, leur site, du type El País, qui a vraiment un souci de liberté de la presse, peuvent être de ce point de vue-là des concurrents. C'est pour ça qu'on politise plus le travail. Là où, aujourd'hui, les nouvelles technologies, il y a une chose que les technologies ne peuvent pas faire, c'est aller plaider la cause auprès d'un responsable politique. Alors on pourra dire, mais on peut faire une pétition sur Change. C'est pas la même chose de faire une pétition sur Change, et la plupart d'entre elles n'ont pas d'efficacité, il faut bien dire, que d'aller voir. Je vous donne un exemple en quelques jours. Après-demain, notre bureau américain, où il y a 3 personnes pour l'instant, mais en direction 10 fois plus, va emmener voir Ensaf Haïdar, qui est la femme de Raif Badawi, vous savez, ce blogueur saoudien. On va l'emmener voir le banc et l'arrière-plan de la vie politique à Washington, dont Marco Rubio, qui depuis qu'il est candidat à la présidence américaine, va recevoir Ensaf Haïdar et 2 de mes collaboratrices à Washington, ou Dianne Feinstein, enfin les grands membres du Congrès. La dernière fois, on avait emmené la femme de Can Dündar, qui est un grand journaliste turc, qui est menacé de 2 peines de prison à vie par Erdogan, le président turc, pour avoir révélé des livraisons d'armes des services de renseignement turcs à destination de groupes islamistes au nord de la Syrie. On l'avait emmené voir Anthony Blinken, qui est l'adjoint de Kerry. On peut faire intervenir Kerry sur des choses. Alors là, je vais renforcer les accusations de proximité avec la CIA, mais on peut faire ça en France via Hero et ailleurs. En Turquie, ça faisait 5 ans que des organisations demandaient un rendez-vous avec les autorités, et que les autorités nous battaient froid. Là, je vais aller au lendemain d'une intervention au sommet humanitaire mondial qui aura lieu à Istanbul le 24 mai, le jour où vous allez recevoir Apathy, si j'ai bien vu. Donc d'abord, j'irai à Istanbul au sommet humanitaire mondial, et on ira au ministère de la Justice à Ankara. Et ce travail politique, moi je crois que les nouvelles technologies ne le prennent pas encore en charge. Alors, sur l'histoire du business social, entreprise sociale et solidaire, je dirais qu'il y a quand même 2 sujets. Le premier, c'est l'invasion de l'humanitaire par le secteur privé. Et ça, c'est problématique. Parce qu'il y a on peut pas, j'ai envie de dire... Moi, j'ai une opinion assez globale sur l'entreprise. Moi, je trouve qu'on ne peut vraiment pas faire de l'argent sur l'humanitaire en tant que tel. Il faut que ce soit un corollaire qui soit au service de la cause, qui ait une certaine circularité qu'on trouve dans l'entreprise sociale et solidaire. Donc faire du for profit qui permet de financer des actions, moi ça me convient bien. Utiliser un secteur privé, et ça se fait, hein, parce que dès qu'on privatise, les gens sont plus efficaces, c'est un phénomène qui est visiblement mondial. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça se fait comme ça. Et donc résultat, on peut se dire, on va privatiser l'humanitaire, parce que comme ça il sera plus efficace, il sera moins cher, il fera le même boulot, et puis en plus de ça, à partir du marché, il va dégager une marge. Et ça, moi, ça me choque un peu quand même, parce que je trouve que le but de l'humanitaire, le but de l'entreprise, chacune à leur manière, doit être au service de l'humanité, d'une manière ou d'une autre, doit avoir une contribution au monde positive. On peut pas, et ça on va peut-être basculer dans le parti politique de notre intervention, mais il y a un problème fondamental dans la société pour moi, c'est un objectif qui évidemment nous obsède tous, en toile de fond ou de manière plus marquée, c'est la richesse matérielle, c'est le confort, c'est l'argent finalement.
Et tout est monétisé. Donc l'entreprise fait de l'argent, elle a oublié qu'avant de faire de l'argent, elle faisait des voitures pour que les gens se transportent. Qu'avant de faire de l'argent, elle faisait des vêtements pour que les gens se couvrent et n'aient pas froid. Qu'avant de faire de l'argent, elle faisait des téléphones pour que les gens se parlent. Et le but de l'humanitaire, c'est pas de faire de l'argent. Le but de l'humanitaire, c'est de pallier à des problèmes graves, qui sont notamment la pauvreté, la faim, etc. Le but de l'entreprise, c'est pas de faire de l'argent au départ. C'est de produire un bien qui est utile aux autres. Et si accessoirement on peut gagner de l'argent avec, tant mieux. Mais ça, c'est une perversion qui se passe et qui nous, à mon avis, nous pénalise tous. C'est qu'on a perdu de vue le but. La banque, puisque je viens de la banque, au départ, la banque d'affaires, c'est pour financer l'économie réelle. C'est pour que les entreprises aient accès à des financements. C'est pas de gagner des fortunes et de spéculer sur le dos, finalement, de cette économie réelle qu'on est censé financer. Donc le monde a pris une certaine tournure où les objectifs sont devenus majoritairement financiers. Donc l'humanitaire, il faudrait quand même tenter de le préserver, ce serait quand même un petit peu, là on entre dans une sphère morale où je ne sais même plus comment ça s'appellerait, tellement ce serait bizarre, mais ça arrive quand même, et notamment ONG Conseil, etc. Donc nous on fait appel à des prestataires, et ça on touche à quelque chose de gênant. On touche aussi à quelque chose de gênant, pourtant on en profite, sur les fondations d'entreprise. L'entreprise qui se met un peu un cache-sexe, qui est une fondation pour laquelle elle va faire le bien, alors que le reste du temps, elle a une attitude où elle ne paye pas ses impôts, où elle pollue la planète, etc., etc. Il y a cette schizophrénie qu'il faut réparer pour entrer en résonance dans un monde qui va converger vers autre chose, et non pas uniquement le gain, même si l'entreprise doit gagner de l'argent pour être en bonne santé. Mais si ça devient son but et son but unique, mais on va vers où exactement, en termes de monde? Oui, alors nous on est aussi protégés de cette concurrence-là, parce que qu'il s'agisse d'aller voir les entreprises pour financer RSF, ou de réaliser les activités si elles entendent être concurrentes, honnêtement, il n'y a pas de risque, parce qu'on ne gagne pas d'argent à s'en prendre aux Chinois, je parle au Parti communiste, et ses 80 millions de membres, à Poutine, etc. Et même quand moi, fort de mon carnet d'adresses de journaliste, j'allais voir au début, quand je suis arrivé, les présidents du conseil de surveillance de grandes multinationales françaises, ou le président du directoire, et je leur faisais le pitch, et je leur racontais RSF, en essayant de les exciter, les types me disaient, faisaient semblant d'être intéressés, puis à la fin ils disaient, mais hey Coco, mon chiffre d'affaires en Chine c'est tant, mon chiffre d'affaires en Russie c'est tant, ils se tournaient vers leurs collaborateurs en disant, on travaille en Érythrée? Ah non, l'Érythrée ça va. Mais en gros, vous êtes gentil, mais c'est pas la peine, ça ne correspond pas. Ce qu'on a en revanche, nous, parfois, c'est des entreprises du secteur privé qui travaillent bénévolement pour nous, qui font du mécénat de compétences. Et ça, c'est un champ qui est vraiment intéressant. Et parfois, des entreprises dont on peut se dire que peut-être, en interne, certains se rachètent une âme. Et c'est le discours qu'eux-mêmes tiennent, en disant, voilà, la journée, on fait une chose qui n'est pas complètement satisfaisante, mais on est heureux de faire ça gratuitement pour vous. Et le cas échéant, c'est organisé, c'est pas simplement à titre individuel, voilà, c'est pas de l'ordre d'un bénévolat individuel. Et ça, c'est fort, hein, moi, le nombre de gens qu'on fait travailler gratuitement, c'est quand même, heureusement, on vit ça. Et avant de passer au petit jeu des mardis, est-ce que ça vous choque, par exemple, une fondation comme celle de Bill et Melinda Gates étant un budget supérieur à celui de l'OMS? Nous, on travaille avec eux, et ça a été une sorte de combat chez SF, parce que face à mes militants associatifs, Gates, n'était pas possible, hein, notamment le rapport aux OGM, etc. Moi, j'ai dit non. C'est l'entité une des plus puissantes de la planète, donc vaut mieux être dedans que dehors, donc on va mettre le pied dedans, puis on va essayer d'influencer de l'intérieur. Utopiste que je suis. Mais néanmoins, ça m'a permis de rencontrer ces gens très puissants qui peuvent changer le monde et de tenter de les influencer, et je trouve que dans certaines mesures, on a réussi. Donc moi, j'ai un problème, j'ai quelque chose qui m'attire dans ce modèle et un gros problème de fond. Ce qui m'attire, mais ça démontre quand même qu'il y a des gens qui sont capables d'amasser des fortunes et d'utiliser cet argent au profit des autres. Donc ça, en soi, il faut saluer, parce que ça n'arrive pas tous les jours non plus, et ils le font, ils ont donné la modique somme de 10 millions à leurs enfants, c'est pas mal, mais voilà, c'est leur choix et je le salue. Le problème de fond, c'est le problème de la gouvernance. C'est dans les mains de deux personnes, parce qu'ils font vraiment ça en couple, ils ont les moyens de changer des choses, mais de manière radicale, des pays. Ils ont les moyens de changer l'agriculture du Niger, du jour au lendemain, avec des intrants chimiques
du Roundup et des OGM. Ils ont le pouvoir de le faire, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir de changer la méthode de contraception de toutes les femmes du Sénégal. Comme ça. Parce qu'ils vont décider que ce sont des implants hormonaux. Ils sont très santé, hein, et là, leur gros truc maintenant, c'est le planning familial. Donc du coup, ils ont des idées, qui sont parfois aussi fantasmées, mais ce pouvoir non contrôlé, il me trouble. Parce que si jamais ils se trompent, mais ça dévaste toute une agriculture dans un pays, ils se trompent, ça gâte d'hormones des femmes qui ont des cancers du sein ou pas par la suite, j'en sais rien. Mais on ne peut pas décider seul, il faut être contrôlé, il faut travailler avec les autres, il faut des modes de gouvernance qui soient pas comme ça sur les épaules de quelques-uns. Alors c'est son argent, et bien c'est mon argent, donc c'est pas moi qui fais ce qu'il veut avec mon argent, parce que c'est ça le phénomène. Ben non, on ne peut pas tout faire avec son argent, surtout quand ça influe sur les autres. On doit consulter, on doit réfléchir, on doit accepter que d'autres arrivent et disent, conseillent, parce qu'on n'est pas tout puissant. Cette toute-puissance-là, elle est forcément dérangeante. Parce que si on se trompe, les dégâts sont considérables. Merci. Avant de passer à une dernière partie, justement, d'engagement et politique, on va procéder à un petit jeu. Donc on parlait tout à l'heure de la course à la communication entre les ONG et les entreprises. Et vous aimez souvent jouer l'ambiguïté pour attirer l'attention de ceux qui vont passer devant ces affiches. Donc on va vous présenter 5 slogans ou des phrases qui sont issues de campagnes publicitaires. Et vous allez devoir deviner s'il s'agit de campagnes d'ONG ou d'entreprises privées. Donc la première, un peu facile pour commencer, c'est Stop Climate Change Before It Changes You. À votre avis, est-ce que c'est une ONG ou une entreprise privée? ONG. ONG. Il y a un piège. Entreprise. Elle veut dire entreprise. Ça ne commence pas forcément par des pièges, mais d'accord. ONG, entreprise. La réponse c'est que c'est une ONG, c'est WWF. Voilà, on avait commencé gentiment. On continue gentiment avec la suivante, mon partenaire minceur. Bah, ça, c'est encore d'entreprise. Non? Un yaourt? Décidément, à chaque fois que je vais jouer le contre. Ça doit être c'est une pas un ONG slogan qui ironise, CF, hein. non ça doit être... On sent que je C'est ça, défourné. c'est une ONG qui ironise, c'est un peu un piège ça. Donc c'est Solidarité Luxembourg, puisque c'est une phrase qui vient du campagne Contrex et qui réutilise donc, des phrases de publicité Contrex, Coca-Cola, etc. dans des contextes un peu décalés. Mais de fait, c'est une préoccupation dans certaines ONG que d'avoir des entreprises qui de plus en plus d'ailleurs font des vraies campagnes à but intérêt public et finalement avec une préoccupation de concurrence là, très forte sur des campagnes très spécifiques de boîtes qui utilisent évidemment pour faire leur propre promotion. Justement, pour quand même avoir des entreprises après, on ne s'appelle que les ONG. Donc, difficultés respiratoires, hyperactivité des bronches, bronchiolite infantile, on continue à ne rien faire ou on se décide à agir. Est-ce que c'est une ONG ou une entreprise privée? Ça pourrait être une boîte de médicaments, hein. Pourquoi pas? Un truc, des pastilles, non? Quand même, me demander l'avis de... Moi je dirais qu'une ONG n'emploierait pas des mots aussi compliqués. Ouais. Alors effectivement, mais c'est pas non plus des médicaments, c'est les belles voitures hybrides d'Audi. Voilà. C'est quand même assez osé. Jusqu'à rien des étouffes. La suivante, l'écologie, c'est le moment d'en parler moins et d'en faire plus. Ça, c'est Nicolas Hulot qui a dit ça? Ça pourrait, c'est pas loin. Ils osent, hein. Donc voilà, donc c'est de l'audace aussi. Donc pour des lessives un peu vertes, plus éco, etc. Et donc pour une dernière, on finit de jouer l'ambiguïté. Un homme qui n'a pas de Rolex à 50 ans a raté sa vie. Est-ce que c'est une ONG ou une entreprise? C'est Jacques Séguéla qui l'a dit. Oui. Qui l'a réemployé? Est-ce que c'est Rolex? C'est une ONG qui a dit ça et peut-être elle est sponsorisée par Rolex, avec un partenaire particulier. Je crois que la réponse c'est une ONG et c'est Amnesty International qui a réutilisé des citations. Donc le but, c'est écrit en tout petit, c'est de dire qu'on ferait dire n'importe quoi à un homme par la torture. Donc ce serait Dalai Lama qui dirait cette phrase-là. Ils le font avec d'autres phrases assez sympas. Notamment Karl Lagerfeld qui dit que le dernier chic c'est de porter des tongs et des chemises à fleurs. Donc voilà. Est-ce que le Dalai Lama aurait pu dire ça? Et on a un petit bonus. Ouais, est-ce qu'on a le bonus? La phrase You have the answer. ONG ou
un organisme privé qui C'est la question utilise qui cette compte double. phrase. C'est un peu comme Yes We Can, on peut appliquer à beaucoup de choses. Hein. Ah, c'est très marketing, effectivement. ONG, allez. Non, il n'y a plus beaucoup On d'entreprises. va faire par acclamation. Qui pense que c'est une ONG? Bon, faut tester parce que peut-être qu'il y aura que des abstentions après. Qui pense que c'est une entreprise? Ouais, mais parce qu'ils savent, eux, en fait. Ce sont de bons pardon. essais. J'allais me dire, est-ce qu'il y a une sagesse des foules? Mais non, il faut pas en tirer de conclusion. Intelligence collective. Non, c'est parce que c'était le slogan pendant longtemps, c'est plus vraiment le slogan officiel, mais Ah. de votre école. Ouais, là, on a été très mauvais quand même. Ouais. Il doit avoir Attendez, mais moins c'est de une 20 ans. association, non, les SEC? C'est une association. Donc, Il me semble que c'est une association en 1901, non? Voilà, donc, finalement plus proche d'une ONG. C'est vrai. C'est bon. Donc maintenant, on va attaquer un petit peu la partie plus politique. Puisqu'on sait que, de par votre engagement, je vous tient à cœur. J'ai eu l'occasion d'entretenir avec vous, Madame Rivoal, sur vos projets futurs, puisque, sauf erreur de ma part, vous allez bientôt quitter la présidence d'Action contre la faim. Sans faire de... On va éviter les remarques bateaux. Là, on connaît les taux d'abstention, on connaît le taux, les probabilités de vote chez les jeunes pour l'extrême droite, ce qui est nouveau, enfin, en désaveu du politique, c'est souvent en tout cas dénommé comme tel. Je sais que vous avez peut-être un projet envers une remobilisation des jeunes. Est-ce que déjà ça vous semble une crise de l'engagement? Et si crise de l'engagement il y a, est-ce que pour autant ne se déverse pas loin du politique dans l'associatif? Je sais pas si c'est une crise de l'engagement, parce que moi je vous sens très capable de vous engager. Je pense pas que c'est l'envie qui manque, je pense pas que ce soit l'énergie qui manque, ni les idées, ni la curiosité, mais plutôt une crise du sens. Ça, je le sens quand même plus globalement. Il faut vous trouver à tous, à la société, quelque chose qui nous fasse envie, qui nous rende un petit peu exaltés, qui nous emporte, qui nous inspire. Et pour ça, moi, ma solution, j'ai mis vraiment longtemps à trouver, parce que je suis passée par pas mal de chemin de traverse, mais chacun va avoir ce qui le motive, ce qui le bouge. C'est extrêmement intime et personnel. Il n'y a pas de tabou. Certains veulent du pouvoir, d'autres de l'argent, d'autres créer, d'autres être dans l'art, dans le don de soi. Il y a plein de manières de le faire. Et c'est essentiel qu'individuellement, on puisse toucher à ça, à cette partie-là très intime, de savoir qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui va donner du sens à ce qu'on fait ici, sur cette planète. Le taux d'abstention, ça nous montre qu'il y a des choses qui ne marchent plus dans notre système. Et quand le politique ne marche plus, et le politique, c'est pas un mot que les jeunes aiment bien, je pense que c'est la société qui ne marche plus, parce que le politique, il est quand même là pour donner une cohérence à un tout, une vision de société, une vision de qui on est en tant que société. Et le fait que les jeunes s'en désintéressent, donc c'est sûr que c'est pas très fantasmant, tout ça. D'autant que c'est des têtes qu'on voit depuis longtemps, c'est toujours les mêmes, et puis il y a les doubles, triples mandats, il y a tous les scandales, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'envie. Et moi, ça me désole parce que la politique, au départ, c'est quelque chose de très noble, c'est quelque chose d'extrêmement exaltant, je trouve. Et ça a été dévoyé, en tous les cas, ça a été pollué, ça a été un peu sali par diverses choses, et du coup, maintenant, ça devient quasiment un mot sale. Et moi, j'ai pas envie de ça pour les jeunes, parce que finalement, le monde de demain, il est assez... en tous les cas, moi, il m'interroge, parce que moi, je ne sais pas ce qu'il va être du tout. Entre l'homme augmenté, Google qui fait des robots qui vont nous ressembler comme j'ai vu Real Humans, enfin... Tout ça, ça va arriver, mais plus vite qu'on le croit. Il y aura bientôt plus de travail, beaucoup de machines. Qu'est-ce qu'on va faire exactement dans ce monde? Et c'est vous qui devez, à mon sens, vous avez cette charge, mais vous n'êtes pas obligé, mais vous avez ce projet peut-être, avec votre génération, celle d'après, la mienne, d'essayer de se projeter. Dans quelle société on va vivre, avec quel niveau d'inégalité sociale, avec quel niveau de sécurité. Nous, dans le reste du monde, nous, le 5e, 6e pays le plus riche, c'est à nous de réfléchir ensemble, de construire. Et donc, ce que j'ai envie de faire, je ne suis pas très bien, mais c'est de dire aux jeunes, reprenez la main là-dessus, parce que vous pouvez, d'abord, la République, c'est à nous, c'est à personne d'autre, il n'y a pas de kidnapping à faire. En tous les cas, si kidnapping il y a eu, il va falloir reprendre la main. Et donc, je soutiens un projet qui s'appelle Déclic, dans lequel il y a des membres dans la salle, les 2 coprésidents, des soutiens, qui est une initiative qui dit reprenez le débat avec 2 exigences, enfin 2 caractéristiques. L'exigence intellectuelle,
Donc de débattre dans le fond, et là j'espère que, là j'ai quand même une petite pierre dans le jardin, même de Christophe, je trouve que les Celui débats... des journalistes en tout cas. Mais... Exactement, je trouve que le journalisme, qui est la base avec l'éducation et un peu les deux pieds de la démocratie, est un peu en faillite. Hein. Et que du coup, on tourne en boucle sur la même information, donc il y a les chaînes en continu, les tweets et tout. Donc c'est une information mâchée, remâchée, et il n'y a pas assez de profondeur parce qu'on est dans le temps court, on n'est pas dans le temps long, on n'a plus de patience. Et donc du coup, les débats manquent de profondeur, et c'est dommage. Donc l'exigence intellectuelle de Déclic, ce serait d'organiser en ligne et en physique des débats sur les sujets pour ou contre le nucléaire, que pensez-vous de l'état de la justice en France, quelle réforme de l'éducation nationale dans le fond, la France dans la mondialisation, pour reprendre Emmanuel Macron, et d'autres, etc. Le deuxième truc, c'est la convivialité. Normalement, la politique, c'est sympa. C'est-à-dire qu'en fait, on est ensemble dans un café ou chez soi, on mange un truc, on boit un truc, ensemble et on débat. C'est pas pénible, c'est pas une souffrance. Normalement, c'est quelque chose de sympathique. Et puis ça commence, on sort d'un film, et puis tout à coup, on se lance et on fait le monde sur je sais quel sujet. Mais c'est ça la politique, c'est parler de tout et à bateau rompu et dans tous les sens. Et à la fin de cette discussion, on s'est éclairé, on s'est enrichi de l'autre, et puis on aboutit peut-être même sur une proposition de co-construction. Donc moi, j'ai envie que les jeunes réinvestissent ce champ, vous en ayez envie, que vous ayez du plaisir à ça. Et ce sera salutaire parce qu'on en a vraiment besoin. Vous ne pouvez pas déserter la sphère politique à ce point. Je comprends que vous le fassiez, mais il faut qu'on la réinvestisse ensemble. Donc d'une manière ou d'une autre, et Déclic est une proposition pour le faire. Monsieur Violant, vous pensez qu'on peut réinvestir la politique, qu'on peut encore la sauver, ou ça y est, c'est en état de mort cérébrale? Il y a un truc vraiment passionnant à faire, c'est se présenter aux prochaines cantonales quand même, non? Évidemment qu'il faut la réinvestir. Alors, il y a des problématiques. Je dirais un mot de la problématique médiatique. Il y a une question médiatique sur cette question politique à l'évidence. Mais comme j'ai oublié l'autre truc que j'allais dire, je vais d'abord commencer par ça. D'abord, moi je suis vraiment pas corporatiste et toute la journée je me complais moi-même en critique des médias. Et je le suis vraiment fortement. Néanmoins, à la fin, c'est quand même le public qui fait les médias beaucoup plus que les médias qui font le public. Et que si il existe des journaux qui ont une exigence, les gens ne vont pas les acheter. Et ça, malheureusement, les journalistes n'en sont pas responsables. Qu'il y ait une perte d'ambition, une dilution d'ambition journalistique dans l'explication du monde, comme il y a une perte d'ambition, une dilution chez les politiques, et de la même manière, puisque quand même, ces deux fonctions sociales étant des fonctions de désir, où il y a beaucoup plus d'appelés, en tout cas de désirants que d'élus, et qu'à la fin tout le monde finisse par se ressembler, avoir les mêmes préoccupations assez souvent étroites, je n'irai pas, hein, en tant que citoyen, je le regrette profondément. Mais à la fin, ne sous-estimons jamais le problème de la société elle-même qui fait les journalistes. Et en Allemagne, il y a des grands journaux, Die Zeit, qui a une ambition journalistique extrêmement forte et qui est en pleine croissance. Le Spiegel, c'est un journal qui continue à très bien marcher. En France, il n'est pas certain que ça marcherait. Donc est-ce que c'est la faute des journalistes français? Est-ce que c'est la faute du lectorat et des Français en général? Ça, c'est une question dont alors c'est la poule et l'œuf, mais... Et c'est aussi, oui, effectivement, la poule et l'œuf, parce qu'il peut y avoir une influence à la fin, un système médiatique finit par appauvrir le débat, et les gens étant plus pauvres du point de vue du débat finissent par ne plus avoir, mais c'est... alors en revanche, moi, je me suis dit effectivement que, en tant que journaliste d'investigation, alors je regrette que vous montriez celui-là, même si c'était la description d'un système, et que je peux vous assurer que les références historiques avaient été beaucoup appréciées. Et l'autre, qui s'appelle Circus Politicus, je me suis dit que ce qui valait la peine, c'est d'appliquer les principes du journalisme d'investigation à des choses non anecdotiques, à des choses non isolées. Pas se dire, est-ce qu'un tel a truandé le fisc, ce qui n'explique pas tout un système, mais d'aller, et là c'était une enquête sur le pouvoir et la réalité du pouvoir aujourd'hui. Et tout à l'heure, vous montriez le Conseil des ministres, la réalité, c'est qu'eux, il ferait mieux de dire qu'une grande partie du pouvoir dont ils ont encore les attributs, qu'ils prétendent avoir, ils ne l'ont plus, et qu'il n'est pas là. C'est peut-être pas un problème, si c'est transposé à un autre niveau, et au niveau européen. Et la question, c'est où est la souveraineté? Et les gens demandent de la souveraineté. Que ce soit en tant que citoyen français, citoyen européen, citoyen du monde un jour, j'en sais rien. Mais cette souveraineté, c'est évidemment une exigence, et c'est, quand aujourd'hui on parle de montée des populismes, de toutes sortes de phénomènes qu'on peut critiquer en eux-mêmes, mais les raisons, elles sont essentiellement dans cet appauvrissement, et dans le fait qu'il y a un théâtre politique
qui ne correspond absolument plus à la réalité politique, et qu'au fond, les vrais détenteurs du pouvoir, et sans tomber du tout dans des thèses conspirationnistes, mais simplement dans une lecture politique des événements, les réels détenteurs du pouvoir sont de moins en moins soumis à responsabilité politique, sont assez peu réellement montrés par des journalistes qui préfèrent suivre le président de la République, c'est tellement sympa. C'est vrai que c'est très sympa, je l'ai un peu fait aussi, mais quand on fait carrière là-dessus, on finit par ne plus vouloir prendre le risque de dire que la réalité elle est très différente de ce qu'il y a devant le rideau, et qu'on est entraîné, voilà, et qu'une partie... alors on est toujours gêné quand il y a une caméra, voilà, je ne dirai pas la phrase suivante, il ne fallait pas filmer, il ne fallait pas dire que vous alliez le mettre sur le site. Ça restera toujours la parole. Et donc, sur l'engagement, je pense qu'il y a une question, c'est que cet engagement, et c'est une des grandes problématiques politiques, et sans faire de la sociologie de café, encore que c'est ce que je fais, c'est la question de l'individualisme. Et qu'au fond, on peut tous avoir des volontés d'engagement assez individualistes. Or, la politique, le poids politique, c'est à travers le collectif, c'est à travers la masse quand même. Et qu'aujourd'hui, quand on voit comment des ministres, le jour où ils sont démis, se mettent à dire pique-pendre sur celui qui les a fait alors qu'il n'était rien avant. Ça se passe aussi dans des structures privées et aussi, cas échéant, dans des ONG. C'est un affaiblissement des structures. Or, qu'il s'agisse des structures journalistiques, des rédactions, qui sont essentielles, c'est mieux parfois d'être une grosse structure que 25 blogueurs, parce que la structure est aussi protectrice et permet aussi de faire plus de choses. C'est la même chose s'agissant des partis politiques, et que cet engagement suppose, au-delà de l'engagement lui-même, de retrouver une forme de sens du collectif, qui n'est pas simplement le sens du collectif qui consiste à avoir le doigt sur la couture du pantalon, mais qui consiste à accepter l'organisation, et ces combats politiques doivent être organisés, et que sans organisation, ils sont voués simplement à être au fond une forme de posture morale. Moi, je veux quand même réagir, c'est pas possible. Parce que il y a un défaut de courage chez les journalistes français. Pour toi qui défends des journalistes qui se font torturer, qui sont battus, qui sont emprisonnés, je trouve ça quand même dingue qu'en France, on ne puisse pas poser les questions qui fâchent. Moi, je suis désespérée, je regarde les débats politiques, je suis désespérée, peut-être que ça les désespère tout autant, de voir que les questions qui fâchent, elles ne sont pas posées. J'en prends une comme ça me vient, elle n'est certainement pas la meilleure, mais elle date d'hier. Emmanuel Macron présente son nouveau parti. Moi, j'ai une question à lui poser, mais vous êtes ministre, monsieur Macron? Oui, je suis ministre. Vous êtes ministre à plein temps, j'imagine. Oui, quand même, oui. Eh bien, quel temps vous trouvez pour monter un parti politique? Comment se fait-il que vous trouviez le temps? Dans une journée, vous êtes quand même le ministre de l'économie, qui n'est pas un tout petit sujet. Comment vous faites pour trouver le temps de monter un... Mais moi, j'ai pas le temps. Bon, moi, j'essaie d'éradiquer la faim dans le monde. Moi aussi, j'ai un gros mandat, quand même. Hein. Ben, moi, j'ai pas le temps. Alors, comment vous faites-vous pour trouver le temps pour monter un parti politique? Vous êtes ministre à plein temps de l'économie, puis vous êtes en cours de mandat, toujours, oui. Et puis vous faites comment, avec qui? Je ne comprends pas. Voilà, ça c'est une question que j'aimerais bien que la journaliste lui pose. C'est une question comme ça. Évidemment qu'il y a des grandes parties du journalisme qui sont un naufrage total, et notamment en matière de et journalisme politique. Ça nous dégoûte, et après on leur dit allez voter. Mais allez voter, mais non, je ne vais pas aller voter pour des gens qui ne roulent que pour eux. Emmanuel Macron dit, ce parti n'est pas un parti personnel. En Marche, c'est quand même les initiales d'Emmanuel Macron. Non mais... Et ça n'a rien à voir avec lui personnellement. Mais écoutez, le truc, c'est que je l'aimais bien, moi, juste avant. Je trouvais qu'il avait une parole libre, et c'était rafraîchissant, et voilà. Et puis après, il fait ça. Moi, je suis perplexe. Je comprends pas bien. Et je me demande dans quelle mesure le journaliste, quand il dit ce n'est pas un parti personnel, lui dit pas, mais je comprends pas bien. Oui, alors, moi, je suis tout à fait de cette tradition-là. Et j'apprécierais qu'on me repose la question. Observons quand même que si évidemment le registre de l'interview présidentielle ou de l'interview ministérielle est chiant comme la pluie généralement, c'est pas des vraies questions, on sert les plats, on passe les plats, malgré tout, dans les 3/4 du pays, dans les chaumières, comme on a coutume de dire, si un présentateur, c'est ce soir d'ailleurs que Hollande devait être à l'antenne, je crois. Ah, ou c'est demain peut-être, bon. Reposer 14 fois la question comme peut le faire un présentateur britannique, on dirait, mais pour qui se prend ce connard? Et que, ou pas. Le fonctionnement, enfin, je crois que les journalistes ne sont pas distincts du reste du fonctionnement des élites françaises, et fonctionnent malheureusement trop souvent exactement comme elles.
Quand on va voir les journalistes, honnêtement, la plupart des journalistes, alors il y a ceux qui aiment être avec les politiques et prendre l'avion avec eux, etc., mais ceux qui aiment à traiter des grands sujets, aller loin à l'étranger, etc., ils vous disent qu'aussitôt, il n'y a plus personne qui achète leur journal ou qui regarde leur télé. Parce que finalement, c'est comme les humanitaires et les photos trash. Vous les avez drogués. Ah oui, Vous les avez drogués au combat de gladiateurs, où il y a du sang qui coule, et quand il n'y a pas de sang, ça les intéresse. Non, mais là, je me retrouve dans la très mauvaise position parce que je suis d'accord, au fond. Je vais bien tourner, hein, mais j'essaie de complexifier un peu. Comme disait l'autre, quand un problème est complexe, il faut encore le complexifier. Non, mais donc j'essaie de le nuancer un peu. Ensuite, qu'il me paraisse parfois une médiocrité, l'idée que c'est tellement simple. Je vais vous le dire, moi, quand je donne des interviews, je suis ulcéré par le fait que les 2 tiers des phrases, je ne les ai pas dites. Ça ne me ressemble pas, c'est pas mes mots, etc. Donc oui, il y a une espèce de complaisance. L'immense majorité des médias ne nous explique pas les grands enjeux mondiaux, qu'il s'agisse des réalités de la mondialisation. Pourtant, je suis sûre qu'on peut rendre ça sexy. Regarde, toi et moi, là, maintenant, on a un débat. Tu vois ? Et je pense qu'un débat, ça s'écoute, ça se regarde, c'est assez attractif. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça ? Ah ben d'ailleurs, on va s'engueuler, ça va être encore mieux. Mais si les gens ne s'intéressent pas, c'est un sujet sur lequel vous voulez m'interroger. moi, je te À parle l'Europe, de n'importe quel c'est sujet. qu'il n'y a pas de débat sur ces sujets. Et que quiconque essaie de débattre est écarté. Et que malheureusement, le débat public français se restreint. Il y a très vite une accusation ad hominem, un raciste, un anti-européen, comme ça. Mais ça n'est pas que lié aux journalistes, c'est lié à la vie politique, c'est lié à la vie intellectuelle, c'est notre mode de fonctionnement général. Et là, je ne crois pas être en train de défendre une corporation, c'est le mode de fonctionnement français qui consiste aujourd'hui à se dire qu'on appartient à une forme d'élite parce qu'on en a l'école et parce qu'on fixe les mêmes limites au débat. Est-ce que alors, c'est il faut vous renouveler parce que moi, quand même, de l'œuf ou de la poule, moi, je choisis la poule. Parce qu'en fait, vous avez une mission, de la manière que les ONG ont des missions, vous avez une mission pour moi, qui est cette mission d'éducation populaire, qui est cette mission de rendre compréhensibles les choses complexes. Et le monde, ça c'est aussi un autre gros problème de la politique, c'est qu'à force de tout simplifier, on évite quelque chose qui est intrinsèque et qui est de plus en plus vrai, c'est la complexité. Mais votre rôle, c'est ça, c'est de traduire, c'est d'expliquer, c'est de rendre attractif ce type de choses. Parce qu'il n'est pas possible, la démocratie ne pourra pas vivre sans ça, sans ce niveau de compréhension des enjeux par tous. Notre pays est en déficit chronique depuis des années. Quel ménage aujourd'hui qui a un crédit immobilier, un crédit voiture et un crédit consommation n'a pas au bout d'un moment donné, ses créanciers lui disent là il va falloir commencer à rembourser. C'est facile d'expliquer aux gens que ça ne marche plus. C'est facile, c'est pas compliqué, parce que dans la vie de tous les jours, ces gens-là ont les mêmes préoccupations, les mêmes thématiques que la France. Ils gèrent leur budget de la même manière, ils ont accès au crédit de la même manière, etc. etc. Alors là, en tant que journaliste, je me dis que c'est ta version, on pourra aller défendre une autre version ailleurs, et que le pluralisme, ça consiste à donner les 2 versions. Oui. Alors pas un quart d'heure aux nazis, un quart d'heure aux juifs, ne faites pas ce procès, c'est évidemment pas ce que je pense. Mais le resserrement du débat, le problème du journalisme français, au fond, c'est que c'est un journalisme d'abord d'analyse. Alors parfois, ça fait une forme de profondeur sur un journalisme anglo-saxon, qui a un journalisme purement factuel et qui peut monter en épingle un fait. Et moi, j'ai vu la presse londonienne à l'œuvre, et malheureusement, elle peut être très inventive, au mauvais sens du terme. Mais au moins, les anglo-saxons ont une exigence de raconter ce que les autres n'ont pas raconté. Dans une rédaction française, ça y est, on fait de la critique du journalisme, on va se lancer. On est reparti pour 1 heure, désolé pour ceux qui veulent voir la mer. On propose de continuer le débat. Juste pour finir ma phrase, oui. Un anglo-saxon se dira « j'ai réussi ma journée si j'ai sorti une info ou si j'ai dit quelque chose que les autres n'ont pas dit ». Un Français se dira « j'ai réussi ma journée si j'ai pas fait une impasse, si j'ai pas une lacune par rapport à ce que les autres ont dit ». Et ça, c'est un facteur psychologique. Je n'ai pas dit un truc suffisamment gros pour me faire virer demain parce que... Bon, on n'arrivera pas à un consensus, c'est tant mieux. On va encore complexifier le débat avec des questions qui viennent du public, qui ont encore des avis qui sont très probablement divergents. Donc on vous laisse poser vos questions. Avant de poser vos questions, le mieux ce serait que vous vous leviez, que vous vous présentiez, et puis que vous posiez une question, si possible unique. Le débat continue. Levez la main si vous souhaitez poser une question. Je suis désolée, on vous a un peu pris au dépourvu, mais c'était compliqué. Bonjour, moi j'ai une petite question pour Madame Rivoal, parce que je suis frustrée.
Et je ne sais pas, comme les intervieweurs, ce que vous faites après votre mandat. Du coup, j'aimerais en savoir plus. C'est top secret. Non, c'est pas vraiment, mais moi, je fonctionne par période de 10 ans. Hein, donc, j'ai fait 10 ans de banque d'affaires. Là, j'ai un peu dérogé, j'ai fait 11 ans d'humanitaire. Et puis, ça arrive comme ça. Donc, j'y réfléchis, j'ai des pistes. Je prépare ça depuis quelques temps. Moi, je trouve que critiquer le système de l'extérieur, je pense l'avoir illustré à 2-3 moments, c'est moins, disons, juste d'un point de vue moral, éthique, que de le critiquer de l'intérieur. Donc, j'aimerais, si c'est possible, mais je n'ai rien de concret, être au service de l'État, au sens noble du terme, servir quelque chose qui serait du domaine de l'État. Et ou, si ça ne marche pas, parce que bon, je ne suis pas comme si il m'attendait, ou bien m'engager en politique, mais dans une politique voilà, qui serait un peu différente. Alors, il y a de nombreux mouvements citoyens, vous avez vu le rassemblement des petits mouvements citoyens, nos citoyens, Génération Citoyens, Bleu, Blanc, Z qui se réunissent. Le problème, c'est qu'ils ont des décennies de retard par rapport aux partis, donc il y a quelque chose d'assez démotivant de ce point de vue-là. Mais bon, comme je me donne 10 ans pour le faire, je ferai quelque chose comme ça. Donc d'être à nouveau dans le débat d'idées, d'écrire. Je voudrais écrire un manifeste sur le bonheur, parce que moi je trouve que c'est ça en fait la vraie quête. C'est le bonheur de tous et de chacun. Je contribue à votre bonheur, vous contribuez au mien, on n'est jamais heureux tout seul. Et ça, c'est assez enthousiasmant, exaltant, et j'aimerais développer des idées comme ça. Donc je vais entamer une vie où j'aimerais... en fait, j'ai compris maintenant qu'est-ce que je voulais faire de ma vie, moi. J'ai besoin d'avoir un impact sur le monde qui m'entoure. J'aimerais pouvoir contribuer à avoir un impact pour rendre ce monde... J'ai mes idéaux, plus justes, moins horribles, etc. Et si je peux, d'une manière ou d'une autre, le faire, je le ferai. Je crois en la politique, moi, peut-être des rares, par rapport à l'effet des multiplicateurs du politique, s'il est bien fait. La faim, par exemple, c'est un problème politique. On résoudra la faim le jour où les États décideront de nourrir leur population. Donc, moi, j'ai compris ça un peu après l'action d'humanitaire. En fait, j'ai compris que la solution véritable du problème, elle venait d'en haut. Et il y a un peu chinois, je crois, qui dit le poisson pourrit toujours par la tête. Donc en fait, si la tête n'est pas de qualité, si les gens qui nous gouvernent en Europe ou ailleurs n'ont pas une vision, n'ont pas de transparence, n'ont pas de courage, c'est des mots aussi quand même doivent te parler, j'imagine, on n'arrivera pas à construire quelque chose d'enthousiasmant. Donc c'est pas clair encore, je suis très honnête, je ne sais pas exactement, mais ce sera l'une de ces deux choses, on verra. Question suivante. Bonsoir, je suis étudiante en sciences politiques à Paris 8 et j'avais une question générale du coup pour les deux invités. Je voulais savoir, vous avez parlé en parallèle d'une certaine professionnalisation de l'humanitaire en général et vous parlez aussi, vous exhortez les citoyens à s'engager, mais justement la professionnalisation de l'humanitaire est-il pas un frein pour l'engagement citoyen plus général? Voilà ma question, merci. Oui, dans une association, vous avez plusieurs choses. Vous avez des militants, qui sont ceux qui votent à l'Assemblée générale, qui ont la légitimité je sais pas si c'est politique, en tout cas, la souveraineté de l'organisation, c'est eux. Et puis vous avez ceux qui sont, j'aime pas ces métaphores belliqueuses, mais le bras armé de l'organisation. Et vous voyez, dans une organisation, vous pouvez dire, une bonne organisation, c'est une organisation où tout le monde est militant individuellement. Honnêtement, ça peut être le grand bordel et être inefficace. La question, c'est que l'organisation elle-même soit militante, qu'elle soit porteuse d'action. Et pour ça, ça suppose un système organisé avec des gens qui sont à la bonne place, les bonnes compétences. Il y a des problématiques dans les organisations de passer de logiques d'expertise à des logiques de compétences. Greenpeace a fait ça de manière très, très forte, enfin d'autres organisations sont en train de le faire. Oui, je précise d'ailleurs qu'on n'est pas tout à fait dans le même champ. ACF, c'est les humanitaires, nous on est plutôt logique organisation droits de l'homme. D'ailleurs, sont de manière générale, même les très grandes, plus petites, genre celle qui en ce moment marche le mieux dans le monde, qui est Human Rights Watch, c'est petit, c'est rien, y compris par rapport à ACF, c'est 75 millions d'euros, je crois, de chiffre d'affaires, budget, pardon, Human Rights Watch. Il faut faire semblant parfois de faire des lapsus. Et
Et donc, c'est une forme d'engagement. Hein. Moi, je peux vous dire qu'à RSF, le nombre de gens qui pourraient gagner beaucoup plus ailleurs, venir, ils viennent parce qu'ils ont une conviction forte, aussi parce que ça leur plaît de le faire et qu'ils ont une rémunération autre que la rémunération personnelle, par leur plaisir au travail, l'intensité, le sens, etc. Mais ils ne sont pas là parce que simplement ils ont des convictions. Si on recrutait les gens sur la base des convictions, honnêtement, on n'irait pas très loin et on ne se développerait pas du tout. Donc c'est normal qu'aujourd'hui on recrute, le processus de recrutement. Moi je ne regarde pas les convictions des gens. Au fond, peu m'importe leur motivation. Ce qui m'importe, c'est que dans l'organisation, ils permettent à l'organisation de progresser et d'être plus efficace. Alors c'est vrai que chez nous, on a l'associatif et l'exécutif, et parfois l'exécutif va dans l'associatif. Donc nous, en termes de gouvernance, c'est quand même assez compliqué. Ce qui permet de ne pas perdre le militantisme, mais qui crée quand même de nombreux soucis par ailleurs. Donc c'est la beauté de l'associatif. Donc on a nos militants à l'Assemblée Générale qui restent vraiment des citoyens engagés. Moi j'estime que nos donateurs sont aussi des citoyens engagés, que nos fans sur les réseaux sociaux sont des citoyens engagés, les signataires de pétitions. Donc on a tous ces gens qui sont autour de nous qui nous soutiennent. On a des gens en délégation dans toute la France, 35 délégations totalement bénévoles qui sont des gens engagés. Et puis après, on a les gens qui passent vraiment leur journée à travailler. Donc eux, pourquoi est-ce qu'on les prend eux? Parce qu'effectivement, il faut qu'ils soient pérennes, il faut qu'ils aient une obligation de résultat. Les bénévoles, ça se gère de manière vraiment très différente. Ça se gère en masse. Hein. On a besoin de tant de personnes pour distribuer la nourriture. On a besoin de savoir si ça s'appelle Pierre-Paul Jacques. On a besoin qu'il soit 100. Parce que c'est assez peu qualifié. Nous, quelqu'un qui écrit en proposant pour avoir de l'argent ou quelqu'un qui fait de la levée de fonds ou de la com, chez nous, c'est des experts. Et donc les experts, c'est leur vie, ils sont payés. La nuance, c'est que c'est vrai que les gens qui sont salariés dans les ONG en général en France, en anglo-saxon c'est un peu différent, ils y viennent avec cette dose d'engagement qui transcende la motivation de base. Il y a aussi la notion d'engagement. Mais parfois ils confondent l'engagement avec le droit de plus qu'ils auraient par rapport à un salarié qui serait de dire Stéphanie, je suis pas contente de je sais pas quoi. Non. Moi je suis la présidente de cette association, j'ai été élue, donc tu parles en tant que salarié, en tant qu'adhérent, je comprends pas bien. Donc il y a toujours ce trouble chez nous qui est pas facile à gérer, qui ne va pas faciliter la tâche pendant toutes les années de conseil d'administration et les années de présidence, parce que il y a des tonnes d'interférences tout le temps. Tout le monde est toujours impliqué sur tout. Donc moi, je trouve qu'ils sont quand même assez engagés, mais même parfois, c'est compliqué. On est dans une zone un peu floue. Un salarié engagé. C'est la nouvelle appellation, le salarié engagé. Simplement, moi, je veux bien, au contraire. Mais il faut respecter des règles qui sont les règles d'une gouvernance qui marche. C'est pas je suis pas content, je vais parler à quelqu'un du conseil d'administration pour dire je suis pas content, qui vient voir en disant j'ai quelqu'un qui m'a dit je suis pas content. On a 5500 salariés. Comment on va faire du temps? Parce que là, si le bureau des plaintes c'est au niveau du conseil d'administration, moi je vais passer mes journées entières à régler les problèmes des N-23, ce que je peux pas faire. Donc ça c'est compliqué à gérer, je trouve, dans l'associatif français. On va prendre une dernière question. Il y avait le monsieur là qui attend. Ah non, ce sera pas lui. On en prend encore une suivante. Bonsoir, Charles, je suis étudiant à l'ESSEC. Une question pour Monsieur Deloire qui rejoindra un peu votre constat sur l'état de la presse française et sur les critères de classement de la liberté de la presse. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un des principaux problèmes de la presse française, c'est que la plupart des titres sont détenus par des grands groupes industriels et qui explique peut-être la pauvreté parfois des opinions d'analyse et des journalistes d'investigation? Et comment vous prenez en compte ce critère dans votre classement de la liberté de la presse? Merci. Merci pour cette question qui permet de dessiner l'avenir de l'organisation. C'est comme si je vous avais demandé de la poser avant. RSF est une organisation qui a été créée dans les années 80, très droit de l'homme, et qui est très bonne et forte pour lutter contre les exactions commises contre les journalistes. Les journalistes sont victimes, sont tués, sont en prison, etc., sont menacés. Et ça, c'est une logique droit de l'homme qui est importante, qu'on continue à... Malheureusement, ce travail ne diminue pas, il y a de plus en plus... je ne vais pas vous faire le topo sur l'évolution du paysage médiatique mondial et sur la manière dont souffre l'information indépendante par rapport à tout le champ de la propagande, des public relations, de la communication, etc.
Mais ceux qui représentent, qui incarnent le journalisme de qualité, le journalisme indépendant, sont de plus en plus visés de manière générale. Et se surajoute dans beaucoup de pays, dans des pays despotiques, mais et dans des pays démocratiques évidemment aussi, un contrôle de l'information via des moyens qui ne sont pas violents, qui sont parfaitement soft. Alors on peut dire Bolloré était violent, mais licencier quelqu'un, c'est pas comme le faire buter. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors ça va faire de nous d'ailleurs des gens qui sont moins dans la dénonciation, parce que, bon, Bolloré, quand il arrive à Canal+, ça provoque des chocs. Bon, il y a des gens qui sont licenciés. Nous, on n'est pas contre le licenciement des journalistes, hein, comme dans toutes les boîtes, les gens peuvent être licenciés, alors plus ou moins agréablement. La question, c'est que ce ne soit pas une mainmise sur l'éditorial, et effectivement, qu'on puisse lutter contre les conflits d'intérêts. Donc ça, c'est tout un champ qu'on est en train d'investir. On vient bientôt publier un rapport sur les oligarques qui rachètent les médias partout dans le monde. Et parce que malheureusement, c'est un phénomène absolument mondial. Ça se passe en Inde, ça se passe en Turquie, ça se passe en Chine, à Hong Kong, en Amérique du Sud. Et ensuite, on est en train de mettre en place un catalogue d'actions sur lesquelles on travaille et qu'on développera pour favoriser l'indépendance éditoriale. Alors, on y travaille en France. Là, on a été auditionné par la Commission de la Culture du Sénat de l'Assemblée nationale sur la proposition de la Bloch, dont vous avez sans doute entendu parler. Et évidemment que c'est un problème. La concentration en soi n'est pas nécessairement un problème. Si on regarde les pays européens, les pays où la liberté de la presse est la plus grande en Europe sont des pays de très forte concentration. Les Pays-Bas, la Norvège, mais où il y a une distinction très claire entre le business d'un côté et l'éditorial de l'autre. Donc la corrélation, elle n'est pas là-dessus. En revanche, il est évident que la France, qui est mal classée au classement Reporters sans frontières de la liberté de la presse, 38e, parce que c'est un pays où il y a des conflits d'intérêts. En Allemagne, il y a des très grands groupes de médias, mais qui vivent de ça. Alors, qui parfois sont adossés à des fondations. Ça ne fait pas nécessairement un journalisme idéal, les fondations. D'ailleurs, malheureusement, le modèle capitalistique n'est pas nécessairement n'est pas simple, mais ça ne permet pas nécessairement de faire l'essence du journalisme toute la journée. Et ça, c'est un danger majeur que tous les médias qui savent capter de l'audience, aujourd'hui, soient soumis à des gens qui ont d'autres intérêts. Dans beaucoup de pays, d'abord des intérêts directement politiques. Et y compris en Suisse, on a vu des hommes politiques racheter des journaux et du jour au lendemain changer la ligne éditoriale. Évidemment, ça flingue les journaux parce que les lecteurs partent. Alors au bout d'un moment, le cas échéant, ils réinvestissent et ils font revenir des lecteurs. Mais une instrumentalisation d'informations indépendantes. Et donc moi, ce que je prétends, c'est que face à ces multinationales, ces États, ces groupes religieux radicaux qui aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, peuvent diffuser leur contenu partout dans le monde, parfois avec des modes d'écriture journalistique, en mimant le journalisme, mais en n'ayant pas de méthode de collecte d'informations pour que l'information soit vraie, parce que le journalisme, dans le champ de la liberté d'expression, c'est l'attachement aux faits, à la vérité, sans règle d'honnêteté et sans cadre d'indépendance, c'est que ce champ de l'information, sous la dictée ou sponsorisé par l'intérêt, l'emporte sur les journalistes dignes de ce nom, selon l'expression de la charte française, qui font leur boulot en respectant ces trois principes-là. Et ça, c'est un enjeu, à mon sens, qui est un enjeu majeur, et qu'aucun des grands problèmes de l'humanité ne sera réglé si on n'arrive pas à défendre ça. Et donc on va aussi tenter de les inscrire dans l'application des nouveaux SDG, j'arrive plus à retrouver l'acronyme, mais... Les objectifs du développement durable. Voilà. Une toute petite dernière question, parce que le temps passe quand même. Bonsoir, je suis Cécile Jourdain, étudiante à l'ESSEC. Donc d'abord, je vous remercie pour la franchise dont vous avez fait preuve ce soir. Ça a vraiment permis d'avoir un débat rafraîchissant. Donc j'ai une question pour vous, Madame Rivoal, qui va peut-être paraître un peu crue, mais vous avez dit chercher à avoir un impact. Et je me demandais si ce n'était pas plutôt une forme de volonté de puissance, et si la personne qui s'engage ne fait pas ça justement pour se racheter une conscience. Alors c'est peut-être parce que j'ai passé 10 ans d'Angleterre, mais moi ça ne me parle pas du tout ça en fait. Ça ne me parle plus. Moi je suis totalement décomplexée par rapport à quelque chose qui me donne du plaisir et qui fait quelque chose de positif. Pour moi ce n'est pas antinomique. Je n'ai pas besoin de me flageller, comme on disait tout à l'heure, pour... voilà. Donc j'ai pas de conscience arrachée, je suis très tranquille avec ma conscience. J'ai pas fait de hold-up, je crois pas avoir fait du mal à beaucoup de gens, en tout cas j'ai tenté de mon mieux de pas le faire. J'ai mené une vie, j'ai eu un chemin, j'étais la banque d'affaires américaine au moment où c'était super, donc j'avais besoin de reconnaissance.
Aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai un besoin de puissance, mais je me connais mieux, j'ai presque 45 ans. Je sais que j'ai des travers, je suis très très loin d'être parfaite, et plus le temps passe, plus je doute de tout. Et c'est ça, c'est de plus en plus ça en fait, c'est quasiment exaltant de se mettre à douter. Et du coup, je me connais, je sais, j'aime bien être là, j'aime bien parler à des gens, donc oui, sans doute que j'aime bien la lumière par exemple, par rapport à d'autres personnes qui seraient des personnes de l'ombre et qui préfèrent ça. Donc oui, ça me satisfait sans doute de me positionner, de m'envisager dans des positions comme celle-là, parce que ça me fait plaisir. Et il y a sans doute du narcissisme et de l'égocentrisme, très certainement. Mais si je ne vais pas m'en défaire, je suis bourrée de défauts, donc autant que j'essaye de les connaître et de les tourner comme un avantage utile. Donc c'est ce que j'essaie de réconcilier, des besoins personnels. Donc j'étais vraiment, moi au début c'était vraiment la carrière, hein, beaucoup la carrière. Après, on avait ça sur les rapports au père, etc. Que je vous invite à vous interroger grandement sur vos rapports avec vos parents. Et puis ensuite, c'est pas la reconnaissance sociale, ça va être l'argent. Et puis finalement, je me connais mieux, je sais ce dont j'ai besoin. La puissance, non, mais le résultat. Oui, le résultat. Je crois que les Français aiment bien débattre et n'ont pas tellement le cul du résultat pour les anglo-saxons. Donc j'aimerais bien que mes efforts se portent en résultat. Vu ce que j'ai envie de porter comme projet, et ça ne fonctionnera que avec plein de gens, avec un collectif immense, ces résultats, je ne verrai sans doute jamais de mon vivant. Tellement changer une société, c'est extrêmement long. Donc je me lance dans une aventure, mais très frustrante, surtout pour quelqu'un comme moi qui est très impatient. Mais bon, je me dis, je vais m'amuser en chemin, que je vais rencontrer des gens, je vais débattre, je vais avoir des idées, etc. Et que c'est le chemin qui va m'intéresser, parce que le but, je l'atteindrai sans doute jamais. Ça, il faut que je fasse le deuil de ça. Mais je crois pas que j'ai besoin de dominer les gens. J'ai eu peut-être besoin, hein, moins maintenant. Plus ensemble, essayer d'aboutir à quelque chose d'enthousiasmant et un peu comme ce projet, et je finirai là-dessus sur la page publicité. Sur le projet Déclic, donc je vous invite à aller sur cette page Facebook, visionner la petite vidéo, être patient puisque ça se monte et que c'est pas encore, le débat d'idées n'est pas encore là, mais on va faire un petit crowdfunding pour que les porteurs de projets puissent financer cette plateforme. Mais ça par exemple, ça m'enthousiasme. Je veux pas tellement, je veux pas dominer grand chose, j'espère pas en tous les cas, mais ça me plaît de voir éclore des énergies. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question complètement ou pas. Plus ou moins. Bon. On en parle après si vous voulez. Merci beaucoup pour votre franchise. Alors, vous retrouverez les mardis sur scène le 3 mai pour un débat avec Bernard Cazeneuve. Tout de suite, on se retrouve au cocktail qui ne sera pas filmé, donc des révélations encore plus exclusives. Et sûrement au match, puisqu'on regarde les résultats sur l'application L'équipe à côté de moi depuis un moment déjà. On va balancer. Donc voilà, merci à tous. Merci beaucoup.